quand on a commencé à pivoter, mais c'est là qu'on a fait plein d'essais-erreurs. Puis essais-erreurs en SaaS, ça veut dire du churn. Ouais. Puis là, à un moment donné, il faut que tu expliques ça à un acquéreur. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Simon Leroux, fondateur chez Optionality, une plateforme AI qui prépare les owners et PME, ainsi que les advisors M&A à acquérir une business, lever le bon financement ou réussir leur exit. Optionality, c'est sa 3e startup. Avant ça, Simon a bâti Research on Investment et puis Gazelle.ai, qui a vendu à KKR. Entre les deux, il a même fait un stint comme entrepreneur en résidence chez Innovia. On parle de comment collecter, nettoyer, valoriser de la donnée, de builder dans le AI space avant le boom GPT, son exit, puis ce qu'il en a appris, de la vague démographique, le silver tsunami qui s'en vient pour les entrepreneurs 50 à 65 ans qui vont devoir vendre leur compagnie. Pourquoi ça prend 5 ans de préparation avant de faire un bon M&A? Puis ça ressemble à quoi le off-market M&A que Optionality veut débloquer avec sa plateforme? Ah, puis il m'explique, dans le fond, c'est quoi un entrepreneur en résidence chez un VC, parce que je n'avais jamais vraiment compris ça. All right, on passe au show. Let's go! Simon Leroux, bienvenue sur Ça se passe. Salut Frank, merci de me recevoir. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Belle journée. Ouais, vraiment. Je suis content. On a eu une connexion récemment, il y a 2-3 semaines, puis t'avais du stock à raconter. Après ça, j'ai creusé sur ton histoire, j'ai fait « Ouais, il y a vraiment du stock à raconter. » Fait que pour le monde qui ne te connaisse pas encore, nom, profil, titre, mettons, que tu portes, puis c'est quoi la compagnie que tu rep aujourd'hui? Absolument. Simon Leroux, je suis entrepreneur de Montréal. Je suis à ma 3e startup. Je suis passionné par les données, l'intelligence artificielle, mais surtout les entrepreneurs. C'est vraiment comme ça que je me définis. Aujourd'hui, je suis le président fondateur d'Optionality. On est une plateforme d'AI, dans le fond, qui aide les entrepreneurs puis tous ceux qui les accompagnent, donc les aviseurs, dans le fond, à mieux comprendre c'est quoi la valeur de leur entreprise, la maximiser, comprendre c'est quoi leurs options pour éventuellement vendre leur entreprise. Donc, ce qu'on veut surtout, on adresse les gens qui sont pas à vendre. Ça a l'air un peu contre-intuitif, mais essentiellement, ce que je voyais dans l'industrie, c'est que tout le monde était là quand des entrepreneurs voulaient vendre leur business, puis il n'y avait personne qui était là pour l'entrepreneur qui se pose des questions, qui est tout seul, puis qui sait qu'éventuellement, ça va faire partie de son parcours, mais qu'il n'est pas nécessairement rendu là. Fait que j'ai décidé de créer cette plateforme-là. C'est un peu weird, là, ce que je vais dire, mais j'ai comme l'impression que c'est pas inévitable, mais presque. En business, tu vas faire faillite, faire un reprenariat, donc peut-être une vente, vendre ta compagnie ou aller public. Fait que genre, un peu comme genre le testament. Un jour, on va tous passer par là, mais c'est comme avant de passer par là, on s'en charge pas, on s'en soucie pas, puis on prend pas le temps de genre bien designer ces choses-là. Puis j'ai comme l'impression que c'est la même affaire avec ça, mais dans une notion un peu plus positive et life-affirming. Ouais, mais faut que ça change. Faut que ça change parce que c'est une énorme erreur que plein d'entrepreneurs font, dont j'en suis, parce que c'est ma 3e startup. Je suis passé par là déjà 3 fois, en fait, parce que j'ai fait des acquisitions aussi d'entreprises. J'ai un fonds de private equity, on pourrait en parler éventuellement, mais essentiellement, effectivement, les entrepreneurs, on est souvent très bons à gérer, dans le fond, le plan de croissance. Nos muscles, c'est des muscles de top line, c'est des muscles de revenus, c'est des muscles de profitabilité, mais des muscles de ça vaut combien ma business, comment je crée de la valeur, c'est quoi les meilleures choses pour moi de faire, il faut que je prépare ma sortie éventuellement ou ma relève, parce que la sortie, c'est pas juste de vendre ton entreprise à une tierce partie, ça peut être aussi de vendre à l'interne, ça peut être passer l'entreprise à la prochaine génération. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut qu'on change puis qu'on développe chez les entrepreneurs, puis j'en fais ma mission. Ouais, c'est sick, man, vraiment. Puis y a-tu une coupe de chiffres sur Optionality que tu peux me balancer pour qu'on se situe un peu dans l'espace-temps de ta compagnie? Oui, Optionality, c'est quand même une start-up encore très early stage. La business, elle a été créée en mars 2024. Donc, c'est une business, quand je dis créée, là, c'est littéralement moi qui ai dit j'incorpore la business puis on part ça. On va en parler plus tard, mais étant donné que j'avais peut-être un certain track record dans l'industrie d'avoir bâti des belles entreprises puis de les avoir vendues, j'ai pu, dans le fond, lever une première ronde de pré-amorçage pour partir Optionality, mais à cette époque-là, j'avais essentiellement un prototype, une vision. Fait en mars 2024, j'ai assemblé l'équipe, j'ai trouvé mes cofondateurs. On a pris 1 année pour développer le produit. On l'a lancé en mars 2025. On est une équipe très agile de 7 personnes. Je suis pas mal la seule personne qui n'est pas derrière un keyboard 14-15 heures par jour. PhD en intelligence artificielle, full stack team très, très solide.
Puis, c'est ça. Dans le fond, on vient de closer notre seed round. Ça fait 2 semaines. Ça n'a pas encore été annoncé, mais quand le pod va paraître, probablement ça va être fait. Donc, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, c'est là où on est rendu dans notre journée. Félicitations. C'est Merci. quand même court comme laps de temps, hein? Pre-seed, puis seed, puis lancement, puis seed. C'est hot, man. Ouais. Ça paraît peut-être que c'est pas ton premier rodéo aussi. Ben, tu sais, je veux dire, non, c'est pas mon premier rodéo. Tu sais, quand tu te compares, ben, tu te consoles ou tu te désoles. Il y a des gens qui vont encore beaucoup plus rapide que nous, puis il y a des gens que ça prend beaucoup plus de temps. Mais tu sais, je suis fier de ce qu'on a accompli, puis où est-ce qu'on est rendu, puis surtout, c'est quoi que le futur nous réserve. C'est assez emballant. Je disais que c'était pas ton premier rodéo. Tu l'as dit toi-même, c'est genre ta 3e startup, sans compter tous les autres trucs que tu as fait. Tu as même eu un passage dans le côté sombre de la force comme VC. Exact. Moi aussi, j'utilise cette expression-là. C'est vraiment c'est le côté sombre. C'est pas mon côté, disons. Non, exact. Écoute, on n'aura pas le temps de tout couvrir en détail ces chapitres-là, mais je veux quand même avoir un échantillon de ces chapitres-là. Fait que je me suis noté une couple d'affaires. La première business que je veux creuser, c'est ROI, Research on Investment. Fait que dis-moi un elevator pitch de c'était quoi, ce que tu as appris sur comment... Parce que tu joues avec la donnée en fou. Là. Fait que comment tu collectes, comment tu nettoies, tu packages, puis tu valorises la donnée. Je pense que c'est encore plus pertinent aujourd'hui, ça. Fait que parlons un peu de ROI. Là. Absolument. Ben, regarde, même avant ROI, sans rentrer dans ce passage-là, mes 10 premières années de ma carrière, c'était chez Bell. Donc, j'ai été dans les équipes de marketing, vente, fusion-acquisition également. Puis, à ce moment-là, dans le fond, j'ai rencontré mon partenaire, qui est devenu mon premier partenaire d'affaires, qui s'appelle Steven. Steven avait fondé ROI. Fait que l'entreprise, quand je l'ai jointe, elle existait déjà. Ça faisait environ 2 ans qu'elle avait été créée. C'était une très petite entreprise. Peut-être, on va dire, entre 5 et 10 personnes. Puis moi, j'ai acheté, dans le fond, des parts de ROI. Puis il y avait un deal, dans le fond... dans lequel j'avais des earn-out puis j'acquérais d'autres actions de l'entreprise. Mais essentiellement, ce que ça faisait à ROI, Research and Investment, puis l'entreprise, elle existe toujours aujourd'hui. On l'a vendu, dans le fond, à un de nos partenaires il y a quelques années, mais c'était une entreprise très nichée qui spécialisait dans l'attraction d'investissements directs étrangers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les auditeurs? Ben, essentiellement, les gouvernements partout dans le monde se compétitionnent pour attirer les belles entreprises à venir investir dans leur juridiction. Puis les entreprises, ben, ils cherchent les meilleurs endroits où investir. Typiquement pour accéder à soit des clients, soit du talent, soit des ressources, puis des fois des incitatifs gouvernementaux. Donc, à ROI, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait, dans le fond, nos clients, c'était ces agences de développement économique-là, par exemple Investissement Québec, mais il y en a partout dans le monde. Il y a Japan Export and Trade, Invest Hong Kong, Business France, peu importe, tous les pays, puis toutes les régions également. Tu sais, ça va être, mettons, Québec International ou Laval Technopole, tout ça, ont ces agences-là qui font ce travail-là. Fait que nous, on avait développé, dans le fond, donc, une firme de services conseil. On a monté ça déjà presque à 100 employés. On avait des bureaux dans 10 pays. Puis, on faisait, dans le fond, on offrait des services de lead generation. Donc, ce qu'on faisait, c'était quand même du haut calibre. Fait qu'on avait, dans le fond, tous des gens qui avaient des baccalauréats en économie ou des maîtrises en économie. Puis, on sondait des dirigeants d'entreprise à l'international. Mais ça pouvait être des présidents de très grandes entreprises. Puis, la raison qu'on était capable de faire ça, c'est qu'on représentait des agences de développement économique. Fait que, par exemple, si une délégation du Japon vient à Montréal et veut rencontrer M. Godin de CGI, ça peut être le genre de mission que l'on avait. Puis, dans le fond, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette entreprise-là, à l'origine, quand j'ai décidé d'investir, ben déjà, pour être très honnête avec toi, c'est que j'admirais l'entrepreneur, mon partenaire, puis je voulais être entrepreneur aussi. C'est juste que j'ai eu quand même une très belle première carrière chez Bell. J'avais ce qu'on appelle des petits golden handcuffs, fait que c'était difficile de faire le move, mais j'ai décidé de faire le move, dans le fond, à cette époque-là, puis de rouler les dés puis d'investir. Mais je suis tombé autant en amour avec le concept de devenir entrepreneur que, dans le fond, que l'entreprise. Mais dans le fond, on a bâti cette business-là, on a eu un super beau succès. Mais ce qui m'intéressait pour venir à ça, c'est dans le fond la possibilité de monétiser les données.
Il faut comprendre qu'on sonde à peu près 100 000 présidents d'entreprises par année, puis de gros calibre, là, surtout de la moyenne et de la grande entreprise, des entreprises qui ont le potentiel de prendre de l'expansion à l'international. Fait que c'est sûr qu'il y en a en tech, mais c'est beaucoup des entreprises manufacturières, distribution, transport, service, ce genre d'éléments-là. Puis, dans le fond, le concept, c'est de dire, est-ce qu'on peut prendre ces données-là, puis est-ce qu'on peut les transformer puis les monétiser? Donc, au lieu de que ce soit juste, dans le fond, un projet de service conseil où est-ce que, dans le fond, on a identifié des opportunités puis on les a vendues à une seule personne, mais je me disais, regarde, la donnée peut être transformée puis peut, dans le fond, être revendue à plusieurs personnes. Puis là, évidemment, c'est ce qui est super intéressant. Fait qu'on a beaucoup appris avec ROI. C'était, dans le fond, aussi la genèse de ma prochaine start-up qui est Gazelle, mais c'est de là que j'ai appris, dans le fond, à structurer des données, à monétiser les données, puis j'ai appris surtout que, dans le fond, quand tu parles de données, mais l'important, c'est la qualité. C'est mieux d'avoir beaucoup moins de données et d'avoir une thèse super précise que d'essayer de faire tout pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça, ROI. Je peux en parler longtemps parce qu'il y avait plein de services. On faisait de la représentation territoriale. C'est pour ça qu'on avait des bureaux internationaux. On aidait on allait dans des gros trade shows comme le Paris Air Show, le CES, Consumer Electronics Show, puis on représentait, dans le fond, ces agences-là puis pour rencontrer des entreprises et les amener chez nous. Fait que c'est vraiment cool comme business, puis ça existe encore. C'est encore en opération aujourd'hui. Ça, c'est une belle victoire quand tu vends ta business puis qu'elle continue de vivre et croître à la suite, parce que c'est vraiment pas le cas tout le temps, non, comme exact. tu sais. Ouais. Donne-moi un exemple de insights que votre collecte et vente de données pouvait générer pour une agence de développement économique national à quelque part. C'est quand même assez simple. Dans le fond, ce qu'on essayait de comprendre, c'est déjà, quand on faisait le travail chez ROI, c'est quand même un travail qui était relativement scientifique, c'est-à-dire on faisait une étude économique pour comprendre, dans le fond, c'était quoi les forces et faiblesses de la région qu'on représentait. Fait que chaque région a des forces et des faiblesses. Ça va être le pool de talent. Mettons qu'on représente la région de Kitchener-Waterloo quand BlackBerry ou Research and Motion a fermé. Moi, j'étais dans ces années-là. On faisait ça. Fait que, au début, ça a été comme une méga crise, puis c'est devenu la plus belle opportunité que la région n'a pas pu connaître parce que eux, dans le fond, il y avait un pool de talent qui était disponible. Ouais, donc, c'est un exemple. Ça peut être des ressources, ça peut être, dans le fond, des centres de recherche, ça peut être souvent des employeurs. C'est-à-dire que, on a Airbus, on a Boeing, on a Bombardier, puis à cause de ça, mais c'est très, très intéressant pour des fournisseurs de ces entreprises-là de venir s'établir. Fait que la première étape, c'est de comprendre ça. La deuxième étape, c'est de faire la recherche sur c'est quoi les entreprises, dans le fond, qui pourraient être susceptibles de venir investir dans ces juridictions-là. Mais évidemment, c'est susceptible parce qu'on a très peu de données, on ne connaît pas c'est quoi leur plan stratégique. Donc, l'idée, c'est de faire valoir, dans le fond, les forces d'une région, puis deux, c'est de réussir à découvrir c'est quoi les plans de croissance puis d'expansion d'une entreprise, puis d'essayer de faire ce maillage-là. Fait que c'est trouver une aiguille dans une botte de foin, d'où la création de Gazelle éventuellement qu'on pourra parler. Fait que le insight, c'est de dire, on a rencontré, exemple, entreprise XYZ, eux, ils veulent prendre de l'expansion dans les 5 prochaines années, ils voudraient ouvrir un centre de distribution. Ce qui est important pour eux, c'est d'être proche de, exemple, une voie d'accès, une autoroute, d'être à moins de, je sais pas moi, 30 minutes d'un aéroport, c'est d'avoir accès à tel genre de ressources. Fait qu'il y a une liste d'épiceries. Puis ces entreprises-là, dans le fond, ils ont plusieurs opportunités de prendre de l'expansion. Ils peuvent décider de dire, on s'en vient-tu au Québec, on s'en va en Ontario, ou on s'en va carrément au Vermont. Donc, c'est quand même c'est un domaine qui est très méconnu, mais qui est hyper, hyper intéressant. Surtout si tu es intéressé par les affaires, puis tout ça. Moi, j'ai été un peu chanceux de tomber sur cette entreprise-là assez early dans ma carrière. Je suis confus. Est-ce que les dirigeants d'entreprise ou les responsables de l'expansion internationale dans les entreprises, c'était eux qui payaient pour la donnée ou est-ce que c'était les agences de développement? Non, c'était les agences. C'était vraiment les agences. Les agences qu'ils veulent, c'est des leads. Essentiellement, ils veulent savoir, faudrait qu'on parle avec M. Marc Dutil de Canam parce qu'il y a cette visée-là. Puis je te donne des exemples. J'ai aucune idée, là, mais un exemple quand même qui est pertinent. Fait que là, dire, mais on veut. Puis là, évidemment, tu peux organiser une rencontre, tu peux aller faire une première présentation, dépendamment du type de service. Il y avait vraiment une offre de service assez complète. Des fois, on représentait carrément un bureau parce que si, exemple, je sais pas moi, Japan Export and Trade, ils n'ont pas de bureau à Montréal, mais ils veulent qu'il y ait quelqu'un qui ait rencontré cette entreprise-là, mais c'était un employé de ROI qui faisait ça. Puis je pourrais en parler longtemps, mais on a tout un chapitre parce que dans notre phase d'expansion, éventuellement, on s'est dit on va offrir le même type de service pour des entreprises en tech, en B2B,
Puis ça a été un échec. On reviendra à ça. Mais le core business, c'était vraiment de faire ça. Fait qu'on avait plein de données sur des business qui sont en mode croissance et expansion. C'est ça qu'il faut retenir. Puis comment on obtient ces données-là? Mais c'est en sondant ces entreprises-là. Okay. Puis comment on réussit à avoir quand même beaucoup d'informations pertinentes, c'est qu'on était mandaté par des gens très crédibles, qui sont des gouvernements internationaux. Donc, ça fait en sorte que les gens, évidemment, veulent partager certaines informations dans ce contexte-là. C'était ça la pièce de casse-tête qui me manquait. Ouais. Comment tu te crédibilises aux yeux des grosses compagnies pour qu'ils répondent à tes questions? Puis là, je viens de comprendre que le chapeau que tu portes un peu gouvernemental, certified, il est comme... Absolument. On est carrément mandaté, délégué par ces organismes-là. OK. Exactement. Puis là, on a dansé un petit peu autour de Gazelle. Tu l'as mentionné en passage. Fais-moi le pont vers Gazelle. C'était quoi Gazelle? Puis de où l'Insight? Déjà, ROI, à cette époque-là, on avait quand même une très belle croissance. Fait qu'à un moment donné, on a failli vendre notre entreprise. En fait, on a une offre qui a avorté. Donc, on va en parler. Il y a beaucoup de transactions qui n'ont jamais lieu, mais j'en suis également. Fait que première aventure de penser être multimillionnaire très, très rapidement, puis que finalement, 6 mois après, le deal meurt parce que le financement de l'acquéreur n'a pas passé, puis on a fait toutes les erreurs du playbook. Fait que, mais déjà, à cette époque-là, on avait, dans le fond, l'ambition de monétiser nos données, puis d'utiliser l'intelligence artificielle. Je parle de ça, on est en 2013-2014, fait qu'il n'y avait pas tant que ça d'IA. Quand le deal a tanké, on est parti sur vraiment une dépression d'une couple de mois parce qu'on se voyait vraiment genre... c'est un Cinderella story, là, un peu. Là, c'était un peu même quasiment à la limite. On aurait dû le savoir. On est un peu naïf, mais les multiples étaient hors normes, tout ça. Mais longue histoire courte, on a roll up our sleeves. Puis, on avait... dans le fond, c'était une transaction, c'était un multiple, dans le fond, classique. Mais on avait quand même beaucoup d'argent en banque. Donc, on a décidé de prendre cet argent-là puis de dire, tu sais quoi, on va l'investir dans le développement d'une tech pour monétiser nos données. Puis, au début, c'était vraiment ça l'idée. Là. Honnêtement, il n'y avait même pas d'intelligence artificielle, mais vu que, dans le fond, ce qu'on essayait de faire, c'était de prédire quelle compagnie était pour prendre de la croissance puis de l'expansion, mais c'était un bon use case pour du AI. Mais encore une fois, il faut ramener les gens à 2015. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez en 2015, mais je peux te dire qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui faisait du IA, puis encore moins à Montréal, même si c'était quand même, on est un des endroits dans le monde où est-ce que l'intelligence artificielle est née. Ouais. Mais je te dis, nous, nos 2 premiers PhD n'étaient pas montréalais. C'est des Américains, parce que nous, on travaillait beaucoup avec, dans le fond, des gens aux États-Unis. Puis une petite anecdote, mon partenaire, dans le fond, qui a piloté la genèse de Gazelle, il y avait beaucoup de contacts. Puis on travaillait avec, dans le fond, une PhD en économie. Puis cette PhD-là, Nadine, qui est encore dans le giron, si on peut dire, elle dit, tu devrais parler avec mon conjoint, parce que mon conjoint, dans le fond, c'est un PhD en machine learning. Puis il enseigne à l'Université d'Oxford au UK. Puis là, tu sais, Steve, il en rit, là, mais il dit, c'est pas du machine learning que je veux faire, c'est du AI, tu sais. Fait que, tu sais, on était vraiment au balbutiement de tout ça. Puis, dans le fond, on a bâti un premier prototype. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'était bootstrappé. Fait que dans le fond, les données, le set de données d'entraînement, c'était un set de données qu'on avait, dans le fond, qu'on avait de ROI. Propriétaire. Exactement. Fait que on avait des très bonnes données. Évidemment, c'était anonymisé, mais on savait dans le fond, c'était quoi les signaux. Ce qu'on faisait dans le fond, c'était du machine learning pour comprendre c'est quoi les signaux qui sont prédictifs dans le fond d'un projet d'expansion. Puis ça, c'était le premier use case. C'est assez cool. Puis c'était très intéressant. Puis, bien évidemment, après ça, là, c'est de comprendre, mais ces signaux-là, ils arrivent combien de temps en avance, puis évidemment, ça allait évoluer à travers le temps. Mais ça a été ça la genèse de Gazelle. Puis on avait, tu sais, je vais essayer de donner un peu de creds à quelqu'un qui s'appelle Claude Théoret, qui est très connu dans le marché de l'IA, ici à Montréal, même au Québec. Puis tu sais, lui, il était aviseur dans le fond de notre compagnie. Puis c'est lui qui nous disait, hey, les gars, vous êtes assis sur une mine d'or, vous avez des données, vous pouvez faire ça. Puis on était comme, really, on peut faire ça? Tu sais, ouais, allez-y, tu sais. Puis fait Claude, shout-out à notre ami Claude. Puis encore, Claude est revenu dans ma vie plus tard. Fait qu'à un moment donné, il va me dire, man, je vais avoir un retour d'ascenseur, puis il y en aura un jour, c'est sûr. Mais c'est lui qui me présentait mon CTO de Optionality. Donc, full circle éventuellement sur Claude. Mais grosso modo, c'est ça. Fait que Gazelle, dans le fond, on a fait 2 ans de R&D. C'était comme un side project au début.
Vous continuez de rouler Research and Investment? Absolument. Ouais. Dans le fond, c'était un projet de Research and Investment. Puis, on avait de l'argent, puis c'était une business qui était quand même profitable, Research and Investment. Fait que dans le fond, on réinvestissait, mais on a investi quand même pas mal d'argent. Là. C'est ça, j'allais dire, parce que pour avoir des résultats intéressants avec du machine learning en 2015, quelques millions. C'était chunky. Là, quelques millions de notre propre argent. Dans le fond, c'est comme si, mettons, n'importe quel business opérante, que tu dis, tu sais quoi, pour les 3 prochaines années, on se verse plus de dividendes. À la limite, on n'investit pas tant que ça dans la business opérante. C'est un choix qu'on a fait. Dans le fond, on a dit, notre projet d'investissement de croissance, c'est Gazelle. Puis ça prenait un alignement de tous les partenaires. Puis éventuellement, on a décidé de scinder les deux organisations parce que d'un point de vue valorisation de business de AI, tech, ça se valorise pas de la même façon qu'une business de service conseil. C'était un apprentissage. Puis ça, je pourrais y revenir parce que c'est plus ou moins vrai. Dans le fond, ça dépend de l'acquéreur. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des acquéreurs qui, eux, auraient aimé ça avoir les deux bundlés ensemble, mais peu importe. Fait qu'on a dans le fond, on a fait un spin-off. En 2017, après 2 ans de R&D, on est allé au marché. On a dit là, je pense qu'on a une solution que ça tient la route. On est allé voir des VC. Certains qui ont investi plus tard dans Optionality, mais qui n'ont pas investi dans Gazelle. Mais on n'a pas raisé. Dans le fond, je pense qu'on était très naïfs puis on n'était pas très patients. On était des entrepreneurs qui avaient une certaine expérience, qui avaient une business qui faisait de l'argent, puis on était comme, nous, on a bâti ça, on y croit, mais à la limite, on n'a pas tant de besoin que ça de votre cash nécessairement. Mais ça l'aiderait, évidemment. Ouais. Mais quand ils nous ont dit non, apparaît à peu près 20 noms, qui n'est pas tant que ça. Quand tu fundraise, on a dit, on va, dans le fond, on va la partir de nous autres mêmes. Puis on a eu vraiment une croissance assez explosive parce que, pour rien nous enlever, dans le fond, cas classique d'un spin-off comme ça, c'est qu'on a vendu, dans le fond, notre plateforme à tous nos clients de services conseils en leur disant, by the way, maintenant, on a bâti un produit pour nous. Puis on pense que vous pouvez l'utiliser également parce que, dans le fond, ces agences-là, ces gens-là sont insatiables sur le nombre de leads puis d'opportunités qu'ils peuvent regarder parce que ça en prend beaucoup là, pour trouver un Nordvolt qui est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça te prend beaucoup d'opportunités. Donc, on a réussi, dans le fond, à avoir une super croissance puis même d'être profitable peut-être en dedans de genre 12-18 mois maximum. Déjà, on était profitable comme business AI. Ça, c'est hot. Fait que c'était bon, mais c'est pas bon. Ça, je pourrais y en revenir aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je veux dire, quand tu veux scaler une business, le but, c'est pas nécessairement de viser, de générer 1 million de dividendes puis de payer des dividendes. Parce que si tu fais ça, évidemment, tu réinvestis pas assez dans ta croissance puis ta business. Mais puis tu te bats aussi, tu combats contre des gens qui, eux, sont peut-être VC-back puis qu'ils n'ont pas cette mentalité-là. Ils brûlent le cash. Exactement. Tu sais, brûler ou réinvestir du moins plus que d'essayer de viser à créer de la profitabilité. Mais en même temps, il faut comprendre, on était bootstrappés, on a fait plein de sacrifices pendant des années. Fait que là, quand ça décolle, tu te dis, hey, là, que ça fait genre 3 ans, on peut se verser un dividende. Fait qu'il y avait tout le temps cette espèce de dualité-là qu'on avait. Puis Gazelle, vous avez exit à KKR. Ouais. Par contre, tu m'as dit que vous aviez scindé Research on Investment de Gazelle. Est-ce que Research on Investment a été vendu avant Gazelle ou pas? Juste pour te corriger rapidement, c'est pas vraiment grave, mais dans le fond, Research and Investment, on va dire que c'était la motherhood, le parent company. Gazelle, au début, c'était un produit. Éventuellement, on l'a scindé. Fait que Gazelle, c'était une entreprise. ROI, c'était une entreprise. On avait, dans le fond, nos partenaires qui géraient ROI. Puis, quand on a fait la transaction, dans le fond, on a vendu les 2 entreprises. Ah, OK. Puis, dans le fond, ROI, on l'a vendu à un de nos partenaires avec nous qui a décidé de reprendre 100% de la business. Nous, on l'opérait plus. On était actionnaire, mais on l'opérait plus, cette entreprise-là. Il y avait vraiment, il y a une séparation entre les 2 entreprises. Puis, fait que, attends. Une transaction, 2 acheteurs. C'est 2 transactions. OK, mais ils sont à peu près au même moment. Ah, je suis au même moment. C'est bon. 100% au même moment. 2 transactions au même moment pour ces 2 entités différentes. Exactement. Ouais, OK. Puis KKR, c'est quoi? Pardonne-moi, j'ai pas... Non, pas de problème. Mais KKR, dans le fond, c'est, selon les palmarès, le plus gros fonds d'investissement privé de private equity dans le monde, ou le deuxième. Private equity. Donc, dans le fond, c'est une firme new-yorkaise. Puis, dans le fond, ils font dans le private equity. Ils ont plusieurs fonds. Puis, pour être exact, dans le fond, oui, on a fait de la transaction avec KKR, mais dans le fond, on est venu intégrer un portfolio company de KKR, une plateforme qu'ils avaient créée qui s'appelle Lightcast.
Donc, tu sais, les fonds de private equity, dans le fond, comment ça fonctionne? Je sais que je t'en ai déjà parlé sur ton pod, mais dans le fond, ils investissent dans des entreprises privées. Donc, dans le fond, du VC, c'est une forme de private equity, mais les private equity investissent typiquement dans des entreprises un peu plus matures. Puis, le play, dans le fond, c'est un horizon de placement de 5 à 7 ans classique, mais tu sais, il y a plein des buy and hold funds, puis il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais l'idée, dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter une business, puis ce qu'ils veulent faire, c'est de la revendre, par exemple, dans 7 ans, à profit. Pour faire ça, bien évidemment, tu as deux façons de faire des profits. Hein. Tu peux couper les coûts, tu peux augmenter, dans le fond, la profitabilité de la business, puis souvent, c'est fait via des acquisitions. Fait que comment que ça fonctionne? Souvent, les private equity vont créer une plateforme. Donc, la plateforme, ça va être une première acquisition qu'ils vont faire, ou en tout cas, on peut rentrer dans le détail. Puis après ça, ils vont dire, on va venir faire ce qu'on appelle des tuck-in ou des add-ons à cette plateforme-là pour faire grossir l'entreprise. Puis éventuellement, au lieu que ce soit une business de 250 millions de chiffre d'affaires, mais c'est une business de 1 milliard. Puis évidemment, il y a plein de façons. Tu sais, la vente, c'est une option, mais aussi ça peut être un IPO. Fait que nous, dans le fond, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient acheté deux des plus gros compétiteurs dans un domaine très précis qui était, on appelle ça du labor market data, donc des gens qui ont des données sur tout le marché de l'emploi puis des entreprises. Il a pris ces deux compétiteurs-là, ils les ont mis ensemble, ils ont rebrandé ça, ils ont appelé ça Lightcast. Nous, dans le fond, une de ces entreprises-là, c'était un partenaire de données que l'on avait, qu'on avait une relation existante avec ces gens-là. Puis, c'est eux, dans le fond, qui nous ont emmenés à la table à KKR parce qu'ils étaient intéressés, mais ça a été fait dans un cadre d'un process. T'sais, on pense, c'est pas eux qui nous ont approchés. Nous, on est allés au marché. Dans le marché, quand tu travailles avec un investment banker, dans le fond, ils vont te demander, tu connais-tu des acquéreurs potentiels? Puis, ça va faire partie du speech d'optionality. La réponse, ça devrait être oui. Mais ça veut pas dire qu'ils vont être intéressés à nous acheter, mais ça a donné que finalement, cette transaction-là s'est faite avec, dans le fond, une entreprise que l'on connaissait parce que c'est eux qui ont été nos sponsors, dans le fond. Puis ça, c'est un message que je vais pouvoir lancer dans Optionality pour les entrepreneurs, tout ça, mais l'idée, c'est que, tu sais, les jours que le corp dev des grandes entreprises, mettons les GAFA, puis de ce monde vont cogner à terre, dire, « these guys have a cool tech », ça l'arrive presque plus. Tu sais, soit tu as un sponsor interne, fait que ça peut être, le sponsor interne, ça peut être un division head, ça peut être un gars de produit, ça peut être la fille qui gère tel genre de choses, mais il y a quelqu'un qui va t'amener au corp dev ou qui va t'amener au fonds de private equity, dire, « Hey, il y a cette business-là, il nous intéresse vraiment, voici, on veut les acheter, puis voici pourquoi. » Donc, c'est très important d'avoir des relations, dans le fond, avec ces gens-là, puis nous, ça a fonctionné de cette façon-là, dans le fond, ultimement. Ton champion pour une acquisition potentielle de ta compagnie. Oui, c'est vraiment comme ça. Les plus grosses trades, dans le fond, si ton objectif, c'est de vendre à un acquéreur stratégique, c'est comme ça souvent que ça va se passer. Puis, si ton objectif, c'est de vendre à peut-être éventuellement un de tes compétiteurs, on va en parler aussi, mais c'est souvent le président de ton compétiteur qui va t'acheter. Fait que si t'as pas de relation ou t'as une mauvaise relation, ça tu te fermes des portes. Donc, je suis pas en train de te dire de devenir ami avec tes compétiteurs, mais certainement, je suis en train de te dire de bâtir des relations avec, dans le fond, des acquéreurs potentiels hyper critique. Puis ça, il faut le faire en avance, tôt, puis ça se prépare. J'aurais pu que, dans le fond, comme je te disais, nous, dans le fond, on a fait un process complet, donc avec un banquier d'investissement qui est allé, dans le fond, au marché avec avec Gazette. Je pourrais expliquer pourquoi on s'est rendu là, pourquoi on a voulu faire ça. C'était comme, c'est toute ma vie, là, mais finalement, c'est ça. C'est eux qui nous ont achetés. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié Ça se passe. C'est le cabinet tech-enabled pour toutes vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. Je vais poser 2 questions de plus sur ce deal-là pour décortiquer un peu plus ça, parce que ça m'intéresse. C'est quoi le plus gros learning dans cet exit-là à KKR? Puis j'enchaînerai avec l'autre après. Écoute, il y en a vraiment beaucoup, mais tu sais, je pense que top of mind. Top of mind, c'est d'être préparé. Puis tu sais, préparé, c'est pas genre, OK, quand je vais vouloir vendre, je me prépare pendant 3 mois, puis double down on it, puis mon data room va être prête. Puis de toute façon, j'ai toute mon information préparée. C'est tellement de choses, mais c'est beaucoup, je pense, d'être préparé à t'as-tu une business qui est achetable. Puis je pourrais revenir là-dessus, mais je pense que c'est le plus gros learning, c'est
es-tu prête à faire cette transaction-là? Y a-tu une dimension à l'époque de Gazelle où est-ce que tu as l'impression, looking back, ouais, là-dedans, on n'était vraiment pas préparé à être acheté? Absolument. Je pense que, tu sais, dans le fond, nous, ce que je dis tout le temps, c'est on aurait probablement pu vendre la business 2 fois plus quand on était 2 fois plus petit. Fait qu'il y a une question de timing. Tu sais, en tech, dans le fond, autant d'un point de vue fundraising, VC, tu sais, on achète le futur, puis il faut que tu montes évidemment le track record puis les metrics, mais c'est la même affaire pour un acquéreur potentiel. Fait que, tu sais, quand ton acquéreur potentiel, il voit que nous, on avait des super metrics, là. On a vraiment eu on a gagné plein de prix, puis tout ça, tu pourras regarder, tu sais, Deloitte, EY, Canadian Fastest Growing Company, FinTech of the Year, tout ça. Mais à la fin de la journée, à un moment donné, on a aussi frappé notre mur parce qu'on était bootstrappé, parce que on n'était pas 100% alignés comme co-founder sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la business. Puis je pense que moi, j'avais raison, eux, ils avaient tort, mais c'était vraiment, il y avait cet élément-là qui existait. Donc, je me rappelle plus où est-ce que je vais en Non, parler, mais dans le fond, c'est ouais. les dimensions où est-ce que tu avais l'impression d'être pas préparé. Ouais, fait que je pense que cet élément-là, c'est ça. Fait que j'allais dire, on aurait pu vendre. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi, je viens de retrouver mon train of thoughts, mais dans le fond, tout le churn. Parce que dans le fond, comment que ça. Tu sais, dans le fond, nous, on a maintenant notre première phase de croissance, super bien été. Après ça, on a notre deuxième phase de croissance, ça a quand même bien été. Puis à un moment donné, on a dit, OK, mais là, il faut qu'on sorte de notre premier beachhead, donc notre première talle de marché. Fait que c'est un niche product. On a dominé notre niche. Fait que ça, c'est un learning. C'est bien mieux d'avoir une niche super précise puis de la dominer. Fait qu'on a eu de l'hyper-growth de cette façon-là. Mais à un moment donné, c'était un marché qui était très niché, là, très petit. Tu sais, maintenant, tu peux t'imaginer que des clients d'agences de développement économique international qui veulent acheter des données, il n'y en a pas genre fin de 5000. Quoique, tu sais, il y a plein de petits marchés connexes. Mais quand on a commencé à pivoter, mais c'est là qu'on a fait plein d'essais-erreurs. Puis essais-erreurs en SaaS, ben, ça veut dire du churn. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, il faut que tu expliques ça à un acquéreur qui te dit, OK, mais je comprends. Puis ça, je le vois encore. On accompagne plein d'entrepreneurs là, avec Optionality aujourd'hui. Mais je le vois le big time. Il faut que tu l'expliques. Puis ça, on n'était pas assez prête. On n'était pas prête. On aurait pu faire les choses différemment. Big time. Puis en tout cas, il y a une tralée d'autres leçons apprises. Là. Ça en est un bon, je pense, là, de maîtriser un petit peu la narrative derrière les métriques clés, mettons, de ton produit. Oui. Tu te fais poser des questions, ben, à un moment donné, tu sais, c'est pour ça que souvent les bankers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont maintenant, tu fais une liste d'acquéreurs potentiels, ils vont te faire tes A, B, C, puis il y a plein de façons de le vendre. Tes C, les C, c'est peut-être ceux qui sont moins hot. Tu te dis, j'ai peut-être moins de chances on va dire, de succès. Puis là, tu te pratiques avec eux autres, fait qu'ils te posent des questions, tu dis, fuck, tu sais, tout le monde en revient tout le temps en disant, mettons, qui est propriétaire t'es propriétaire de tes données, c'est quoi les risques d'affaires, ton churn, explique-moi ça. Puis là, tu fais des decks de cohortes, puis de ci, puis de ça. Puis... Mais ça, disons qu'on aurait pu le préparer avant, mais la préparation, c'est pas tellement de dire de préparer le narratif que de comprendre c'est quoi le bon timing, dans le fond, pour la business. Puis je pense que on aurait peut-être... ça te prend du benchmark. Faut que tu comprennes ton entreprise, elle est comment, elle a de l'air de quoi. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, que ce soit une entreprise traditionnelle, donc manufacturière, distribution, transport, peu importe, service, ou une entreprise de tech, ben tu te fais souvent pisser dans les oreilles, excuse-moi l'expression, mais de genre, OK, mais ta business, ça vaut tant. Puis là, ça va être souvent, tu sais, en tech, souvent, ça va être un multiple de revenus. Fait que tu vaux 10 fois les revenus, c'est sûr. Tu sais, lui, il a vendu sa business-là, c'était même moins que toi. Puis ouais, mais pas la même compagnie, pas le même space, pas le même timing. Tu connais pas, dans le fond, oui, j'ai de la croissance, mais j'ai du change, j'ai tel problème. Puis toi, comme entrepreneur, tu le sais pas. Tu sais, je disais, j'ai-tu un 10X business entre les mains? Parce que si j'ai un 10X business, peut-être que si je peux faire ce genre d'argent-là maintenant, ça vaut la peine de le faire. Ou écoute, tu sais, force de constater que tu es un 2X business. Parce que, tu sais, regarde, tu n'es pas dans un space où il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas de consolidation, ta croissance est bonne, mais dans le fond, under the metrics, là, il se cache bien des petits squelettes dans le placard. Fait que, tu sais, nous, on n'avait pas de données, puis j'en cherchais des données. Moi, je voulais comprendre ça, puis on voulait avoir des conversations basées sur de l'intelligence, dans le fond, de marché, puis on n'en avait pas. Les aviseurs n'en avaient pas. Les aviseurs étaient c'était dur de trouver un aviseur aussi pour une plus petite business. Fait que, anyways, tout ça je te raconte ça parce que c'était beaucoup la genèse éventuellement de Optionality. Tu sais, quand j'ai décidé, je dis, garde de ça. Je veux régler ça. Oui, absolument, je veux régler ce problème-là. Si tu peux m'en parler, le deal structure, ça ressemblait à quoi quand tu as vendu Gazelle? Oui, ben dans le fond,
c'est une belle transaction parce que, ben, tu sais, dans le fond, ce que je dis souvent aux gens, dans le fond, une transaction, il y a le headline dans le journal, là. Tu sais, sans quote, mais tu sais, mettons, lui, il a vendu pour 200 millions. Finalement, c'est quand même gratté, puis c'est dans le fond, ben, tu sais, c'est comme 50% ou 80% en shares qui vont jamais nécessairement se matérialiser ou, tu sais, c'est pas tout du cash. Puis nous, dans le fond, la particularité de Gazelle, c'était que, ben, déjà, mes deux partenaires étaient plus âgés que moi. Il n'aime pas ça que je dise ça, mais, fait que, tu sais, un 15 ans de plus, l'autre 10 ans de plus. Ils étaient rendus un petit peu ailleurs dans leur carrière. Il y en a un qui voulait prendre sa retraite demain matin. Fait que nous avons, dans le fond, une transaction où est-ce que un des cofondateurs pouvait retire, c'était important. Puis, dans le fond, on avait des offres qui étaient plus intéressantes que celles qu'on a acceptées. Mais celle-là, on a eu 100% dans cash, 90% cash on closing, genre jour 1. Là, je me rappelle, ça a closé le 31 mars, puis le 1er avril, l'argent était dans le compte, puis ça fait comme OK. Puis on avait 10% de reps and warranties sur 18 mois classiques, pas rien de genre vraiment crazy. Puis après ça, dans le fond, on avait mis en place une structure de rétention pour les employés clés. Puis dans le fond, moi puis mon co-founder, on était aussi sur un retention package. C'est un retention package de 2 ans, mais on pouvait quitter au moment où on voulait. Fait que on a appris après, dans le fond, la transaction que ce qu'ils voulaient vraiment essentiellement, on avait dans le fond, on avait développé une technologie qui était assez cool, puis on avait des données qui étaient très cool pour eux. Ouais. C'est ça qui valorisait plus que nécessairement, genre, il était comme correct avec le fait que même si les co-founders quittent, pour autant qu'il y ait comme quelques ressources dans l'équipe qui restent, pour autant que la tech, à deliver, qu'est-ce qu'elle est supposée deliver, on est correct avec ça. Si tu le sais pas puis tu le dises pas upfront, là, c'était le fun parce que post-transaction, à un moment donné, je me suis assis avec mon nouveau boss. C'est une nouvelle réalité aussi d'avoir un patron quand tu es entrepreneur presque toute ta vie. Là, je dis, hey, c'est quoi, genre, pourquoi vous nous avez acheté? Puis là, il m'a montré, mettons, l'internal memo qu'ils ont fait, tout ça. Puis j'ai comme, holy fucking crap. Je pensais vraiment pas que c'était ça. Là. Mais ça, c'est smart. Je pense qu'il y a n'importe qui se tape un earn-out ou un bout de leur carrière chez l'acheteur qui achète leur business devrait avoir une discussion de même. Oui, puis c'est important parce qu'en plus de ça, c'est que tu peux l'aider à, lui, réaliser son agenda parce que lui aussi, on s'entend que l'acquéreur est aussi on the line. Il faut que ça fonctionne pour lui ou elle. Fait que grosso modo, ça, c'était non, pas zéro earn-out, zéro shares. Ben, en fait, on avait dans le retention package, on avait des stock options dans une nouvelle entité. Comme, je sais qu'Étienne en a parlé, un ami à moi, Mérino, qui était sur ton pod, super bon gars. Après ça, ben, faut que tu le discountes, parce que ça se peut que ça se matérialise jamais. Dans son cas, lui, je pense que ça s'est matérialisé en partie. Mais toi, c'était des shares de Lightcast ou de KKR? Non, Lightcast. Tu sais, KKR, dans le fond, là, c'est eux autres qui, je pense que ça paraît bien, là, puis c'est eux qui ont écrit le chèque, là, puis c'est avec eux qu'on a dealé aussi, mais ils ont été là au début et à la fin. Pendant, c'était le corp dev guy de Lightcast qui a drivé le show. Là. Puis on intégrait vraiment cette compagnie-là. Combien de temps t'es resté chez Lightcast après? Moi, je suis resté 6 mois. Okay. Puis, dans le fond, Steve est resté 2 ans. OK. Ouais. Puis là, c'est à ce moment-là que tu as fait un passage chez Innovia? Ouais, c'est un peu drôle, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je peux raconter? Mais dans le fond, même avant, c'est du concours de circonstances, mais dans le fond, Chris Arsenault, qui est managing partner d'Innovia, je connaissais un petit peu, un ami d'un ami. Puis même pendant la transaction, avant la transaction, tu sais, je disais probablement que je vais exit. Puis c'est ça, tu sais. Puis je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire après. Là, on pourrait y revenir là, pour comment je suis atterri chez Novia. Mais j'avais peut-être le goût de refaire une autre start-up. Puis je me rappelais tout le temps, il m'avait dit, tu sais, Simon, il dit, je sais pas si lui s'en rappelle, il me dit, tu sais, KKR sont very famous for, ou pas juste KKR, je sais pas les peintres. Ils ont été exceptionnels en passant pour nous. Là, tu sais, souvent, les gens vont me poser cette question-là. Moi, j'ai absolument rien de négatif à dire. Mais tu sais, c'est quand même assez famous pour retrade ou genre, tu sais, pull the plug là-dedans. Ça nous est quasiment arrivé, by the way, mais ça s'est pas arrivé. Fait que j'ai commencé à y parler un petit peu avant la trade, puis dans le fond, le timing faisait en sorte que Innovia, dans le fond, partait un nouveau Discovery Fund, qui est un fonds, dans le fond, pour investir dans des early stage startups. Puis j'avais
sais, moi, je devenais un petit peu agent libre parce que moi, dans le fond, dans la trade, tu sais, quand ils nous ont acquis, moi et mon co-founder, dans le fond, on est devenu vice-président. Lui, il aime ça dire, lui, il est devenu SVP. Moi, je suis devenu VP, mais il était SVP stratégie, puis il y avait déjà un VP stratégie, puis il n'y avait pas d'employé. Tu sais, c'était un poste tablette. Moi, j'étais VP produit, puis j'avais pas d'employé non plus. Fait que, on n'avait rien à faire. Là, on était juste là comme une police d'assurance. Toutes nous autres, ils ont intégré 100% de l'équipe jour 1. Fait que toute mon équipe d'AI est partie dans leur équipe d'AI, toute l'équipe de marketing, customer success, vente, tout ça. Puis ce que je suis vraiment fier, c'est que tous nos key executives qu'on avait mis en place dans Gazelle, ils sont encore là, puis en plus, ils ont des promotions. Puis they're driving the show dans l'acquisition que je suis vraiment super fier. Je suis encore en contact avec eux autres. C'est nice. Mais longue histoire courte, j'avais pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, pour cette acquisition, j'ai pris un mois. Tu sais, j'allais voir mon boss, je dis, écoute, je sais que tu viens de nous acquérir, mais moi, je suis brûlé. Là. Tu sais, moi, je prends un mois off. Puis là, quand j'ai pris un mois off, c'était faisait partie de mon plan aussi. Mais je dis, ben là, tu sais, garde, tu sais, qu'est-ce que tu as à faire pour moi? Tu sais, je peux rester aussi longtemps que tu veux, mais t'sais, à la fin de la journée, si t'as pas besoin de moi, à un moment donné, tu vas t'en rendre compte. Puis, moi, je n'ai pas besoin du retention bonus. Là, pour moi, dans le fond, ma liberté, puis de faire quelque chose de nouveau, ça vaut plus. Fait que, assez rapidement, dans le fond, je suis allé comme entrepreneur en résidence EIR chez Innovia. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, entrepreneur en résidence? J'entends ça dans différents contextes, puis c'est flou dans ma tête. Ben, en fait, c'est flou parce que, dans le fond, ça a la définition que la personne veut bien lui donner. Mais dans le fond, EIR, en plus de ça, c'est utilisé autant pour Executive in Residence qu'entrepreneur en résidence. C'est quand même assez classique dans les fonds de VC. Ça vient comme dans bien des choses de VC des États-Unis, mais dans le fond, Executive in Residence, ça va être souvent des gens qui vont avoir des postes d'exécutifs dans des assez grandes entreprises, puis que dans le fond, soit qu'ils ont quitté puis sont entre les deux. Puis pour les VC, ben ça leur permet d'avoir des gens de très haut calibre, puis de placer ces gens-là comme aviseurs ou même sur des conseils d'administration ou même comme dans le fond d'aller faire des mandats temporaires. Fait que je donne un exemple. Ça, mettons, chez Innovia, ils disent, puis là, c'est un exemple, là, c'est pas exactement ça, mais mettons, l'ancienne CTO de Google au Canada est disponible, ben, elle vient comme Executive in Residence. Je vais te parler de entrepreneur en résidence après, mais Executive in Residence, puis là, dans le fond, hey, tu sais, tel business qui est rendu, tu sais, late stage, série C, a besoin de, tu sais, un temp CTO, parce que là, leur CTO est un petit peu comme overwhelmed, ou tu sais, il est plus rendu, ça arrive souvent là dans les startups, puis à un moment donné, tu sais, ton CTO qui était ton super CTO en série A, il est peut-être plus la bonne personne pour série C, fait que ça leur permet de faire ça leur permet de mettre des gens sur des boards, fait que ça, c'est Executive in Residence, il y en a des exceptionnels, tu sais, je pense que tu reçois, c'est quoi, c'est GP de JD de Saint-Martin. JD Saint-Martin, je pense, puis je veux pas, qui a été exécutif en résidence chez Innovia à un moment donné, ou je peux me tromper. Ah bon. Don't quote me. Mais Manon Brouillette, exemple, qui a été chez Innovia. Fait que super gens, super expérience de côtoyer ces gens-là. Entrepreneur en résidence, un peu le même concept, mais entrepreneur qui a vendu. Puis là, l'idée, c'est souvent, c'est de venir aider l'équipe d'investissement parce qu'on a une expérience comme entrepreneur souvent dans un secteur d'activité. Fait que moi, j'étais quand même assez bon en monétisation de données puis tout ça. Donc, c'est comme mon expérience. Puis en même temps, ben moi, comment on me l'a présenté, ça a été, ben tu peux travailler sur ta prochaine startup. Fait que, tu sais, viens au bureau, tu sais, on te demande de venir 1 ou 2 journées par semaine. Tu peux venir 5 jours par semaine. Puis tu côtoies du monde très smart, qui est le cas chez Innovia, que moi, j'ai trouvé ça exceptionnel d'être là pendant quelques mois. J'étais là peut-être 8-9 mois. Puis, travaille sur ta prochaine startup. Puis, mais moi, t'es-tu salarié pendant ce temps-là? Ça dépend. Dans mon cas, moi, j'avais un petit genre de retainer, là, exactement. Mais il y a des plus petits VC qui n'auront pas de rémunération. Il y a toutes sortes de modèles de fonctionnement. Mais dans ton cas, tu ne vis pas avec ça, là, on va se dire. Là. Mais je pense qu'il y a des executives en residence qui peuvent avoir. Moi, je connais juste ma réalité. Là. Moi, je n'aurais pas vécu avec mon retainer de EIR, mais en même temps, je pense que c'est une bonne façon quand même de dire, ben, regarde, ton temps, il y a de la valeur. On veut que tu sois là. Puis, ben, tu sais, moi, finalement, j'étais là 5 jours par semaine. Fait que, mais en même temps, je travaillais sur ma startup, je rencontrais du monde, puis je savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire, là, honnêtement. Je savais surtout pas que j'étais pour l'en faire une aussi rapidement que ça. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est sûr que je serais pas un VC. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je respecte beaucoup les VC. Je trouve mon expérience, encore une fois, je ramène ça à moi, c'est que, tu sais, dans le fond, pour être un bon VC,
il y a toutes sortes de VC, puis il y a toutes sortes de stages de VC, mais il faut que tu sois un bon investisseur. Puis moi, dans le fond, je suis un bon entrepreneur. Puis j'aime les entrepreneurs. Puis je tombe en amour avec les entrepreneurs. Je tombe en amour avec les business. Puis je pense qu'il faut que tu te gardes une petite gêne, une petite réserve si tu vas investir. Fait que déjà, il y a ça. Puis je suis un builder. Là, honnêtement, et comme je te dis, ça m'est arrivé même, ça faisait un mois que je parlais avec un entrepreneur. Puis il me dit, hey, viens comme co-founder avec moi. Là, je peux te donner une idée comment que je peux connecter avec des gens puis que je vois des opportunités et tout ça. Puis, à un moment donné, en étant là, côtoyant du monde vraiment smart, puis, tu sais, aussi, ça dynamise, là. Honnêtement, je trouve que, tu sais, un EIR, autant pour un VC qu'un entrepreneur qui a fait un exit qui sait pas trop quoi faire, c'est la meilleure affaire. Je pense qu'il devrait en avoir encore plus. Intéressant. Parce que, écoute, tu sais, souvent, quand on est dans un space, on devient comme, genre, expert en monétisation de données, en machine learning pour le développement économique. Mais là, moi, je rencontrais des gens que, c'est très humiliant aussi, dans le sens pas humiliant. Humbling. Humbling, exactement. J'essaie d'utiliser les mots français. Mais parce que, tu te dis, moi, je suis smart, j'ai fait tel exit, puis là, finalement, t'es comme quelqu'un de Stanford qui vient pitcher, puis là, t'es sur un comité pitch, puis l'équipe, c'est genre ex-NASA, puis eux autres, ils envoient littéralement des fusées sur la Lune, là, ou des trucs, des satellites. Fait que, tu sais, mais en même temps, ça t'éveille sur un paquet d'affaires. Puis là, j'ai comme dit, OK, écoute, j'ai un autre startup en dedans de moi. Je l'ai comme, ça a, dans le fond, bouillonné en dedans de moi. Puis j'ai dit, OK, je fais quelque chose d'autre. Puis là, je me suis mis à travailler là-dessus. Puis les astres se sont alignés. Fait que c'est vraiment chronologique. Le passage chez Innovia comme EIR. Ensuite, c'est Optionality. Exactement. Right? Ouais. C'est même né, dans le fond, de quand j'étais chez Innovia. Puis, tu sais, les gens qui connaissent bien Innovia savent que Chris Arsenault, c'est le managing partner. Il parlait beaucoup du concept d'optionality. Tu sais, lui, utilisait optionality, il a sa définition, j'ai ma définition. Mais, tu sais, lui, dans le fond, ça faisait quelques années déjà qu'il y avait ce concept-là, ce mot-là, qui est un peu un mot qui était un peu revenu à la mode à un moment donné. Je pense que Chris a contribué à le populariser. Mais l'idée, quand lui en parlait, c'est de dire, regarde, dans le fond, je veux que nos startups bâtissent du optionality. Puis avoir du optionality, c'est d'avoir des options, d'être en contrôle de ta business, de comprendre ta valeur, de savoir qui peut peut-être t'acquérir, de savoir qui tu pourrais acquérir, d'avoir assez de runway pour pas être pogné à la gorge puis t'es obligé de prendre un term sheet que tu n'as pas besoin. Fait que lui, c'était cette définition d'optionality. Moi, comment c'est venu me rejoindre, c'était, regarde, moi, comme entrepreneur, effectivement, d'avoir des options, de comprendre ma valeur, d'être en contrôle, je pense que c'est ça qui est la différence entre un exit qui est réussi et qui n'est pas réussi. Puis en plus de ça, on parle beaucoup d'exit, mais c'est aussi, avoir des optionalités, c'est aussi de dire, hey, la meilleure affaire pour moi actuellement, c'est de lever du capital, de lever de la dette. Ça, c'est un autre mot que les entrepreneurs sont allergiques, mais ça ne devrait pas. C'est pas evil, la dette. Ou c'est de faire une acquisition. Donc, moi, ça me rejoignait à 100 000 à l'heure comme idée. Puis après ça, je suis comme parti sur ce concept-là, puis itérer. Puis honnêtement, j'ai comme dit, OK, je pars là-dessus. Je pense que j'ai une idée de comment le faire. Puis, en tout cas, ça fait pas tellement longtemps, mais en même temps, j'ai l'impression que genre il y a tellement d'eau qui s'est écoulée sous les ponts depuis que j'ai eu comme cette espèce d'éclair-là. Mais voilà, c'est comme ça que c'est né. Je pense que ça fait longtemps que tu vis des pains que maintenant tu règles dans ton produit aussi. Absolument. Comme entrepreneur en série, genre. Fait que on va en parler du produit, puis au pire, on reviendra un petit peu plus sur l'industrie, mais on va rentrer dans le concret. Mettons-le, aujourd'hui, question pour commencer le produit. Ouais. Pourquoi ça a besoin d'être un produit? Pourquoi, genre, générer de l'optionnalité, comprendre ma valo, savoir c'est quoi mes options comme entrepreneur, pourquoi régler ce problème-là, ça se fait via un produit puis une plateforme, selon toi, mettons? Non, c'est une bonne question. Tu sais, dans le fond, une partie de la façon d'évaluer une entreprise puis de bâtir de l'optionality, c'est dans le fond quelque chose qui est traditionnellement réservé, on va dire, à quote-unquote l'élite des entrepreneurs, des entreprises de plus grande taille. Ça coûte quand même relativement cher de faire une évaluation d'entreprise, d'avoir les bonnes firmes d'aviseurs pour te dire qu'est-ce que tu dois faire pour maximiser ta valeur, de faire du M&A. Fait que c'est des concepts qui n'étaient pas démocratisés, dans le fond, à l'entrepreneur de PME, québécois, canadien, nord-américain, peu importe. Je pense qu'il y avait vraiment comme un besoin de ce côté-là. Puis, dans le fond, l'intelligence artificielle permet de démocratiser ça. Donc,
Comment? Ben, l'automatisation. L'automatisation permet de scaler, dans le fond, quelque chose qui était fait traditionnellement de façon très manuelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu cette espèce de déclic-là de dire, moi, dans le fond, ma mission, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs qui ont pris toute leur vie à bâtir leur business, tu sais, c'est pas juste des entrepreneurs de tech, là, c'est, tu sais, Martine à, je sais pas, Drummondville qui a une business d'injection de plastique qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, 1 million d'EBITDA. Ça fait 25 ans qu'elle a pris ça ou elle a repris la relève de l'entreprise familiale. Elle travaille dedans de 80 heures par semaine. Puis tu vas me dire que Martine, dans le fond, si elle bâtit pas du optionality, puis elle va pas dans notre produit ou qu'elle travaille pas avec des aviseurs, puis elle fait pas ça de façon proactive, mais ça se peut qu'elle vende pas sa business. Ça se peut qu'elle laisse beaucoup d'argent sur la table. Ça se peut que, dans le fond, les conditions de la transaction soient pas favorables. Donc, moi, c'est ça, pour moi, c'est inacceptable. Tu sais, le moteur de l'économie canadienne, québécoise, nord-américaine, c'est les entrepreneurs. Puis malheureusement, on l'a dit tantôt au début du pod, dans le fond, on est comme entrepreneur, on n'a jamais développé ce muscle-là. On n'a jamais eu accès à l'information. Les aviseurs sont très... Puis je sais que tu me posais cette question, tu vas me poser cette question-là plus tard peut-être, mais je ne l'ai pas dans tes pensées, tu m'as envoyé quelques questions à me préparer pour le pod, mais, No worries. Mais l'idée, c'est tu sais, souvent, mettons, l'entrepreneur comme ça, on n'a pas accès aux ressources. Tu sais, nos aviseurs, donc qu'est-ce que j'entends par aviseur? Comptable, avocat, banquier, ça peut être un autre founder, mais tu sais, souvent ces gens-là sont très transactionnels parce que toute l'industrie du M&A, c'est une industrie très transactionnelle. Tu fais de l'argent quand tu vends la business, tu peux faire beaucoup d'argent quand tu vends une business, mais tu es intéressé, dans le fond, à rencontrer des gens qui veulent vendre leur business demain matin, mais si tu fais ça comme entrepreneur, c'est là que tu fais des erreurs puis tu laisses beaucoup d'argent sur la table parce que tu n'es pas préparé. Puis c'est pas vrai que ça prend 6 mois à préparer une sortie, ça prend pas mal plus de temps. Puis encore une fois, c'est pas, tu sais, de créer de la valeur aussi, optionality. C'est pas juste de vendre ta business, mais de créer de la valeur, tu devrais faire ça jour 1. Là. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec les gens qui disent que tu devrais, dans le fond, planifier ta sortie la journée que tu crées ton entreprise. Là. Je pense que c'est un peu fort, là. Mais je pense qu'il faut que tu y penses quand même assez tôt. Mais certainement, il faut que tu aies le réflexe de bâtir des optionalités tout le temps. Ça, c'est jour 1. Jour 1, il faut que tu aies des options, il faut que tu comprennes ta valeur, il faut que tu comprennes comment maximiser la valeur, qu'est-ce que le marché, comment le marché me valorise une entreprise comme la tienne, qu'est-ce que tu pourrais faire pour maximiser ta valeur. Tu pourrais-tu faire des acquisitions? Y a-tu du capital qui est disponible pour toi? Y a-tu des programmes gouvernementaux qui sont disponibles pour toi? Comment tu devrais t'entourer? Tout ça, c'est optionality. Donc, ça prend un produit pour guider l'entrepreneur dans ce processus-là. Je pourrais te parler de comment on est allé au go-to-market au début. On n'a pas bâti le produit pour les entrepreneurs. Ça, c'est intéressant. Mais clairement, ça prend un produit pour faire ça. Puis, nonobstant ça, ben, on deal avec des données, dans le fond, confidentielles, des états financiers. On deal avec, dans le fond, une décision extrêmement importante. On doit guider la personne là-dedans. Puis, dans le fond, ça prend une traçabilité des données puis des sets de données qui sont propriétaires que nous, on a bâtis. Il y en a d'autres qui existent, mais tu peux pas aller dans un chat GPT, un black box, puis dire « What's my enterprise value and what should I do? » Il va te sortir de quoi? Ça peut être plus ou moins pertinent, mais ça peut te faire des grosses erreurs aussi. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de le bâtir, le produit. All right, folks. La job du mois de décembre, ça se passe chez Matador AI, une plateforme d'AI conversationnelle pour concessionnaires auto qui automatise les échanges, donc appels, SMS ou campagnes, pour générer plus de leads, de rendez-vous puis de ventes. Matador cherche un ou une marketing manager. C'est une business de Montréal, bootstrappé, qui va super bien, qui double de taille chaque année. Ils sont remote first avec une équipe qui est aussi distribuée à travers 10 fuseaux horaires, donc c'est global. Une grosse présence sur le marché aux US. Ils ont une stack AI maison plus qui utilise les LLMs modernes. Selon moi, si tu veux travailler sur un produit en forte croissance, qui a du vrai AI appliqué dans le produit, c'est ta shot. Donc, check l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CEO Nick sur saspace.com/lajobdumois, saspace.com/lajobdumois. OK? De retour au pod. Mettons, en ce moment, c'est des entrepreneurs et certains aviseurs de M&A qui l'utilisent, le produit? Oui, ben en fait, tu sais, comme je te disais en pre-pod, petite entrevue de préparation, mon premier réflexe, quand j'ai bâti Optionality, c'est de dire, ben
pour accéder aux entrepreneurs, je vais bâtir une solution pour les aviseurs. Donc, tout ce que tu as nommé tantôt. Exactement, tout ce que j'ai nommé tantôt. Puis, il y en a d'autres. Ça peut être un wealth manager, ça peut être peu importe un investisseur institutionnel, un private equity, peu importe. Puis, eux, dans le fond, ils ont déjà des relations établies avec des entrepreneurs, puis ils vont être intéressés, puis ça va leur permettre d'être un trusted advisor, puis de créer de la valeur, puis tout ça. Puis, tu sais, comme moi, je me convainquais que ça faisait plein de sens pour mon affaire. Donc, puis en plus de ça, ça me permettait de dire, si la solution est bonne pour l'expert, qui est dans un Big Four ou qui est dans une grande banque ou peu importe, ça va donner une énorme crédibilité sur la solution pour l'entrepreneur. Fait que la première solution qu'on a développée, c'était pour ces gens-là. Puis c'est encore pour ces gens-là, par ailleurs. C'est encore, quand je disais, on est pour les entrepreneurs et les gens qui les accompagnent, c'est ce qu'on veut dire. Mais ce que je me suis rendu compte, dans le fond, en travaillant avec ces gens-là, c'est que l'adoption était quand même assez longue. Puis, il n'était pas si... je ne veux pas généraliser, là, mais il n'était pas si intéressé que ça à travailler avec l'entrepreneur qui se pose des questions. Il était plus intéressé à travailler avec l'entrepreneur qui veut vendre. Tu comprends? Mais moi, je me suis dit, c'est ça que je veux changer. Fait que si je veux changer ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis je l'ai appris à la dure parce que, moi, je veux bâtir quelque chose, je veux bâtir quelque chose de gros, j'ai pas peur de le dire. Je dis, je peux bâtir un nice business avec Optionality si je vends mes solutions à les aviseurs. Puis il y en a d'autres qui le font. Puis il y a des gens qui se sont spécialisés dans le upper market, en AI, puis tout ça, des belles solutions. Mais le vrai game changer, c'est que si je suis capable dans le fond, de déployer ma solution directement aux entrepreneurs, puis de leur permettre, dans le fond, de maximiser leur valeur, de comprendre leurs options. Puis oui, s'ils sont prêts à vendre demain matin, ils peuvent utiliser notre plateforme. S'ils pensent qu'éventuellement, ils vont devoir vendre, mais qu'ils ne sont pas à vendre, encore mieux. Souvent, mettons, quand je fais la prospection, quoi que ce soit, les gens disent « Ah, je suis pas à vendre. » Hey, perfect timing, c'est à toi que je veux parler parce que c'est là que ça se prépare du Optionality. Fait que là, on a décidé d'ouvrir la plateforme, dans le fond, aux entrepreneurs. On a fait des tests. Il a fallu simplifier le produit parce que le produit, c'est un produit expert, dans le fond. Dans le fond, ce qu'on est venu faire dans la première mouture d'Optionality, c'est qu'on est venu automatiser une partie très important. Tu travailles avec un analyste M&A ou on va appeler ça dans le fond un junior banker, un investment banker analyst, dans le fond, va faire dans une banque d'investissement, avec modélisation financière, génération de pitch book, recherche de comparables, transactions, ce genre d'éléments. Fait qu'on l'a tout automatisé. OK. Fait que dans le fond, tu as besoin de très peu d'informations, mais pas besoin d'état financier. Fait que je pourrais revenir là-dessus parce que c'était une curveball qu'on a eu dans le développement du produit. Puis, essentiellement, je suis capable de générer un pitch book. Puis un pitch book, je simplifie, là, mais essentiellement, c'est un document qu'un banquier ou un aviseur M&A va utiliser pour rencontrer un prospect ou un client puis pitcher des idées. Puis, c'est pas juste de vendre ta business, c'est de dire « Hey, voici tes options. » Tu sais, tu peux vendre, tu peux lever de la dette pour investir dans ta business, tu peux faire des acquisitions. Puis là, tu vas te faire des recommandations. Si tu veux vendre, tu pourrais vendre à ces gens-là. Puis voici pourquoi on pense que c'est un bon acquéreur. Si tu veux lever de la dette, voici combien de dettes que tu pourrais lever puis comment tu pourrais, dans le fond, t'en servir pour optimiser ta business, créer de la valeur. Ou si tu veux faire des acquisitions, voici un line-up d'acquisitions potentielles. Fait que nous, dans le fond, on a tout automatisé ça avec nos propres sets de données. Fait que, dans le fond, tu peux rentrer puis tu as une traçabilité. T'sais. Et venait de où ces données-là? Il a fallu que, dans le fond, nous, mon background à moi, dans le fond, c'est les données. Fait que, dans le fond, il y a des sources de données qui sont existantes. Après ça, il faut les entraîner. Donc, c'était pour ça que, dans le fond, entre autres choses, on est rentré avec Google, on est rentré avec Cohere Startup Program pour pouvoir, dans le fond, avoir des LLM, des ressources pour pouvoir entraîner ces données-là. Mais c'est ce qu'on a fait. On a bien réussi. C'est pas parfait, là, honnêtement. Là, on a fait plusieurs itérations, mais... C'est jeune aussi. Oui, c'est encore assez jeune, mais on a vraiment des très beaux clients. Puis des très bons clients aussi qui donnent du feedback puis tout ça. Puis ça, je suis assez vocal sur que je pense que le Canada, le Québec a besoin de plus de grands joueurs qui sont des clients zéro pour les startups, pour les SaaS. Moi, je dis tout le temps, regarde, tu peux donner, tu peux investir 100 000 dans une business, mais ça vaut encore mieux si tu fais un contrat de 100 000 à une startup, ça va valoir beaucoup plus pour l'entrepreneur. Puis en plus de ça, ça va être juste gagnant-gagnant pour tout le monde. Fait que, moi, j'ai été chanceux d'avoir quand même des très bons clients avec lesquels on a appris, on a itéré, on a amené le produit à un niveau de maturité qui est quand même très bon. Puis on veut continuer à desservir ces gens-là, mais on veut aussi desservir des entrepreneurs, puis éventuellement pouvoir faire le maillage entre les deux. Fait que c'est là qu'on est rendu, puis c'est pour ça qu'on a levé notre seed pour accélérer ça.
Puis vraiment aller all-in sur le marché des entrepreneurs, pas juste au Québec, ceux qu'on est Montréalais, Québécois, très fiers de l'être. Je vais aider les entrepreneurs d'ici, mais mes clients sont partout. Là. Ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, tout ça. Puis c'est ce qu'on fait avec Optionality. Fait que, comment tu convaincs un entrepreneur qu'il doit investir du temps puis un peu d'énergie dans construire son optionnalité puis d'utiliser carrément une plateforme qui est dédiée à ça, genre, t'as-tu un top du funnel qui est comme de l'éducation, cibler des gens qui ont un potentiel de peut-être vendre un moment donné, puis après ça, tu fais du cold outreach. Comment tu t'assures que ces entrepreneurs-là, ils sign up puis ils mettent leurs données là-dedans, tu sais, puis qui ont les conseils. Puis c'est encore, en fait, ben franchement, c'est encore pas exactement clair pour moi. C'est quoi que je vois, mettons, quand je me login comme entrepreneur, mon onboarding, ça ressemble à quoi, genre? Ben, dans le fond, la première étape, c'est qu'on, dans le fond, on peut te générer une première analyse de ta business sans avoir accès à aucune de tes données. Donc, simplement à partir de ton nombre d'employés puis de ton site web, on est capable de venir mapper pour toi. On va générer des états financiers synthétiques qui sont quand même assez précis. Donc, on va dire, d'après moi, ta business fait tel chiffre d'affaires, a tel genre d'EBITDA, tel genre de croissance. Puis, je pourrais revenir à comment qu'on a développé ça. Ça fait partie de la R&D qu'on a fait de notre côté. Mais après ça, dans le fond, on va venir, te mapper ton plan d'optionality. Fait qu'on va générer une évaluation d'entreprise qui est basée, puis ça, c'est, tu sais, il y a plein de gens qui essaient de faire des évaluations d'entreprise ou qui en font, à la limite, mais très financières. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle un discounted cash flow analysis. Donc, basé sur tes états financiers, je peux te faire une évaluation. Mais moi, comme entrepreneur, quand j'ai une business de AI à Montréal en 2020 puis que je veux vendre, viens pas me parler de ma DCF, là, tu sais, je veux dire, j'en fais pas de profit. Moi, je vais avoir des données de marché. Puis je trouvais que c'est ça qui me manquait dans le marché. Quand on a bâti, on a nos propres transactions, on a les acquéreurs, les private equity qui font des acquisitions, les stratégiques qui font des acquisitions, c'est qui ont acheté, pour quelles raisons. Fait qu'on regarde de te mapper tout ça. Fait que tu comprends, c'est quoi ta valeur? Tu te benchmarks. Donc, tu veux savoir où tes forces et tes faiblesses. Tu veux comprendre le marché valorise quoi dans ton industrie. Tu veux comprendre qui sont les acquéreurs potentiels pour ta business. Tu veux comprendre qu'est-ce que tu devrais faire pour maximiser ta valeur. Fait il y a des endroits que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, écoute, ça sert à rien que tu continues à travailler là-dessus. Tu es déjà très, très bon. Par contre, là, tu as tel genre d'affaires. Ou au contraire, c'est une de tes forces. Si tu continues là-dessus, tu vas être first quartile, tu vas être très valorisé. Puis aussi, tu peux lever combien de financement? OK? C'est quoi le capital qui est disponible pour toi? Puis c'est quoi des cibles d'acquisition que tu peux faire? Fait que c'est ce que ça fait, Optionality. Ça te permet de gérer ça. Actuellement, c'est ce que ça fait. Puis de plus en plus, on est en train de développer des fonctionnalités qui permettent de faire le suivi de ça. Donc, le suivi, ça peut durer plusieurs années. C'est un monitoring un petit peu, ça? En fait, le suivi, c'est actualiser ta valeur, faire le suivi de ton plan d'action. OK, toi, t'es rendu où? Les métriques ont été, la growth a-tu changé? Exactement. Puis toi, est-ce que tu devais faire tel move pour ta business? Il y a des moves qui sont propres à ton entreprise. Puis il y a une des affaires qu'on ne parle pas assez souvent, il y a des moves qui sont propres à toi comme entrepreneur parce que c'est une décision hyper émotionnelle. Il y a des choses que tu dois mettre en place, puis il y a des éléments qui sont d'ordre, on va dire, administratif, fiscal, préparation comptable, les chiffres, l'équipe, assurance, etc. Fait que tu sais, imagine-toi que tu as comme un genre de checklist de choses à faire, puis ça, tu peux le faire avec ton aviseur, qui peut être un client d'Optionality par ailleurs. Ça se peut que, dans le fond, comment tu rencontres Optionality dans ta vie comme entrepreneur, c'est ton aviseur, je te le souhaite, qui est un bureau comptable, qui est un aviseur M&A, qui est un exit planner, qui dit hey, moi, j'utilise cette solution-là. Puis, cette solution-là va te permettre, dans le fond, de faire un diagnostic de ta business, d'établir un plan. Puis, même si tu ne veux pas vendre maintenant, on peut commencer déjà à bâtir des options parce que, encore une fois, c'est pas juste pour vendre ton entreprise, c'est peut-être pour aussi créer de la croissance puis tout ça. Fait que pour revenir à ta question sur comment qu'on approche les entrepreneurs, on vient parler à ton podcast. Non, mais il faut faire beaucoup de l'évangélisation parce que c'est un concept que je l'ai dit, c'est un muscle que les gens n'ont pas. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de bruit sur le transfert d'entreprise, le reprenariat. Fait que c'est un sujet d'actualité. Fait que ça va nous aider, je crois. Puis, évidemment, dépendamment de ton âge, puis d'où est-ce que tu es rendu, dans le fond, dans ton entreprise, si tu penses de vendre dans les 5 prochaines années, tu es peut-être plus susceptible de nous écouter. C'est sûr que l'entrepreneur qui dans le fond, est pas à vendre, puis 40 ans, 35 ans, même plus jeune, quoi que ça peut, peu importe l'âge, c'est pas vraiment important, mais le time to exit est plus loin devant, il y a plus d'éducation à faire. Puis pourquoi il y a de l'éducation à faire? C'est que
moi, j'en vois tous les jours, je sais qu'on va en parler, mais des entrepreneurs qui n'étaient pas à vendre, finalement, ils n'étaient pas prêts parce qu'ils n'étaient pas à vendre. J'ai pas besoin de comprendre ça, de regarder ça, mais il y a quelqu'un qui a cogné à la porte puis qui me fait une offre qui est super intéressante. Le timing est bon ou, dans notre industrie, on parle des 4D. Fait que tu les connais? Je vais essayer de m'en rappeler. Vas-y, j'ai un petit quiz. Fait que t'as décès, genre? Décès, divorce. Ouais. Disease, une maladie. Ouais. Puis la mort. Death. OK, t'as peu. C'est quoi? Alors, dis-moi les dons, hein? Ben, dans le fond, t'as death, qui est dans le fond la mort. Mon anglais. Divorce. Ouais. Dispute, c'est lui que t'as manqué. C'est lui que j'ai manqué. Dispute, fait que dans le fond, une chicane d'actionnaire, ça arrive tout le temps. Fait que hey, tout va bien jusqu'à temps que ça n'aille pas bien. Puis, ben, moi, je rajoute le prochain, c'est pas un D, mais c'est de dire, t'as une offre qui vient du left field, t'étais pas. Puis ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup en tech. Ouais. Ça arrive beaucoup en tech actuellement. Puis moi, j'ai des entrepreneurs qu'on accompagne ou des amis à moi qui ont des entreprises. Puis là, ils se disent, j'ai cette offre-là, c'est une bonne offre. Là, je suis pas prête fiscalement. Mes actions sont détenues au perso. Et j'ai pas de IP release clause avec mes employés. Tu sais, ma business, tu sais, je l'ai scalé, puis c'est ça. Puis écoute, moi, je pensais pas la vendre, mais là, j'ai le Cinderella Story, mais j'ai Google qui veut m'acheter ou j'ai tel pays qui veut m'acheter. Fait que c'est pour ça que je pense que les entrepreneurs, de façon générale, devraient au minimum avoir cet exercice-là, cette chose-là qui est mise en place. Clairement. Puis de développer ce muscle-là. L'autre chose que je vois souvent, c'est les gens qui vont bâtir une business, puis ils comprennent pas ce que le marché valorise, puis quand le marché est en train de changer. Puis regarde, c'est pas tous les business qui sont vendables. Puis, tu sais, si, exemple, tu es dans une industrie où est-ce que les multiples sont en déclinaison, si t'es pas dans la emerging industry, si il y a plein de si, mais puis tu te préoccupes pas de ça, mais la journée où est-ce que tu vas vouloir vendre, tu seras peut-être pas vendable ou tu vas laisser de l'argent sur la table ou tu vas vendre pour moins que tu pensais ou tu vas avoir moins d'options, moins d'acquéreurs potentiels. Donc, c'est sûr que où est-ce qu'on crée le plus de valeur à court terme actuellement avec notre produit, c'est l'entrepreneur qui dit, écoute, moi, genre 5, 7 ans, c'est sûr qu'il va falloir que je commence à regarder ça. Me dire, regarde, il faut qu'on se parle maintenant parce qu'on peut faire le reverse engineering d'une transaction. Là. Tu sais, juste tout le temps, dans 7 ans, as-tu les deux pieds sur le pouf ou dans 7 ans, tu vends? Maintenant, c'est les deux pieds sur le pouf, tu sais, l'expression québécoise. Elle veut dire, je suis retiré. Mais tu sais, mettons, c'est dans 5 ans. Juste pour que ça soit encore plus pertinent. Dans 5 ans, tu as les deux pieds sur le pouf, mais tu sais, souvent, tu as 2 années post-exit à rester comme entrepreneur dans la business pour transitionner. Puis c'est peut-être souvent attaché à un earn-out, une balance de prix de vente, fait que tu as tout intérêt à être là. Après ça, dans le fond, le process, il y en a plein sur ton pod qui en ont parlé, mais tu sais, moi, je te parle dans des entreprises, on va dire de moyenne, des PME, là, mais on va dire 5 millions de chiffre d'affaires à 50 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Fait que cette entreprise-là, puis en tech, c'est un petit peu plus petit, mais le processus, c'est comme, c'est pas vrai que c'est 6 mois, puis c'est pas vrai que c'est 3 mois, OK? C'est pas vrai. Ça peut arriver, comme n'importe quoi, mais tu sais, on va dire c'est 1 an. Puis fait que là, dans le fond, t'es 2 ans post-exit, t'as 1 an de process. Fait que là, t'as comme 2 ans devant toi pour préparer ta business, préparer tes chiffres, à mettre en place une équipe de direction qui peut survivre à une acquisition, mapper tes acquéreurs potentiels, bâtir des relations avec ces gens-là. Fait que, écoute, ça va freaking vite, là. Ouais, puis, fait que, tu sais, ne serait-ce que juste dans un use case de exit, il y a cette réalité-là. Puis, bien évidemment, nos clients qui sont des aviseurs qui accompagnent ces gens-là, ben eux, à tous les jours, ils rencontrent des entrepreneurs. Fait qu'eux autres, qui sont dans notre plateforme à tous les jours. Puis, à chaque fois qu'ils callent un entrepreneur existant, mais ils veulent arriver avec leur rapport optionality puis bâtir, dans le fond, cette espèce de roadmap-là avec eux. Puis, je pense que c'est moi, mon message dans le marché, c'est de dire, regarde, si tu veux être un trusted advisor, ben, il faut que tu sois là, dans le fond, proactivement. Tu crées de la valeur. Puis, tu peux monétiser ça. Le conseil, c'est pas gratuit. Là, les entrepreneurs qui sont sérieux, qui veulent vraiment faire un exit puis qui comprennent que s'ils préparent leur exit, ils vont peut-être vendre leur business des dizaines, des centaines ou des millions de dollars supplémentaires, ben ils vont te payer, dans le fond, des frais pour les aider à se préparer. Puis guess what? Qui c'est qu'ils vont appeler quand que ça va être le temps de la vendre, leur business? La personne qui les a accompagnés dans les 3 dernières années ou ils vont faire un beauty contest puis faire venir genre 4-5 investment bankers? Fait que moi, en tout cas, c'est sûr, je suis très biaisé, là, mais c'est comme ça que je vois ce marché-là. C'est vraiment intéressant. Une des affaires que j'aime, c'est qu'au début, avant de te connaître puis mettons de creuser plus, je pensais que c'était vraiment une plateforme juste pour comme préparer une vente. Mais quand tu creuses au
cœur du terme optionality, c'est une plateforme pour comprendre ta valeur et les actions concrètes que tu dois faire pour pouvoir prendre les meilleures décisions stratégiques. Puis les 3 grosses veines, c'est genre acheter une autre business, lever plus de financement ou bien te faire vendre ta compagnie. Exactement. Fait que c'est comme omniprésent, c'est comme tout le temps pertinent que l'hygiène que Optionality me suggère, puis les signaux de market que Optionality me pousse, c'est tout le temps pertinent que j'aille check-in là-dessus parce que c'est pas juste pour la vente, ma business. Exactement. Puis là, c'est évidemment dans le produit puis dans ma vision parce que j'ai pas à court d'idées, là, mais il va y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles tu veux retourner dans la plateforme autre que de monitorer ce plan d'action-là puis comment que ta valeur, elle augmente ou elle diminue. Parce que, tu sais, il y a des choses ce qui est plate, dans le fond, la valorisation d'une entreprise, c'est que il y a plein d'affaires que tu contrôles pas. Tu peux avoir ta meilleure année à vie puis le marché, il est pas bon. Exact. Puis ta valeur, elle a diminué. Tu disais, je comprends pas, tu sais, on a fait telle affaire ou on a fait des investissements dans le business, ça va payer plus tard, mais ça paraît pas dans tes états financiers. Au contraire, ça a de l'air d'être négatif. Fait que c'est hyper important de le monitorer, de le suivre. Puis aussi, tu sais, je pourrais en parler, tu sais, il y a tout le concept de aller valider au marché vraiment combien qu'on vaut. Parce que la valeur d'entreprise, c'est un concept qui est très théorique, puis exactement malléable, mais ultimement, il y a une différence entre enterprise value, equity value, puis price. Puis ton prix, ben c'est le marché qui va le dicter. Tu sais, je peux te dire que ton entreprise, en théorie, elle va être probablement en temps et temps, chose que l'on fait. Nous autres, ce qu'on amène qui est vraiment intéressant, qui est assez unique, c'est que vu qu'on a des données de benchmark, données de transaction, on est capable de dire, by the way, dans ton football field, c'est un terme qui est souvent utilisé pour les gens qui font de l'évaluation d'entreprise, c'est qu'ils vont te donner une braquette, une fourchette. Ils vont jamais te dire, ta business vaut 12 millions de dollars. Ils vont te dire, elle vaut entre 8 et 16. Là, j'exagère, mais honnêtement, pas tant que ça. Fait que là, tu te dis, ben, je vaux-tu 16 ou je vaux 8? Parce que c'est une méchante différence. Moi, à 16, je vends peut-être tout de suite. À 8, je continue. Maintenant, parce que, tu sais, encore une fois, c'est pas parce que ta business, elle vaut 8 millions que l'entrepreneur, il se met 8 millions dans les poches, là. Souvent, c'est l'autre affaire. Les headlines, les gens vont dire, il a vendu sa business pour 50 millions. Oui, mais il y avait genre une dette de 10 millions. L'équité n'était pas à 100%. Il a fallu qu'on laisse dans le fond d'un fonds de roulement dans l'entreprise. C'est un autre sujet qu'on pourrait parler, mais l'idée du prix, de la validation du marché est super pertinente pour l'entrepreneur. Parce que souvent, l'entrepreneur va se dire, OK, j'ai une évaluation d'entreprise, puis là, il y a un financier ou une plateforme comme Optionality qui m'a sorti, dans le fond, des chiffres, puis des braquettes, puis m'a donné des données pour appuyer cette recommandation-là, puis tout ça. Mais si j'allais au marché, là, c'est quoi mes chances de vendre, puis qui serait intéressé par ma business, puis est-ce que eux seraient prêts à payer davantage parce que ils voient, dans le fond, du potentiel dans mon entreprise ou il y a un mécanisme de compétition d'enchères pour plusieurs acquéreurs sur cette business-là. Puis, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle du off-market deal. Fait que, dans le fond, c'est de dire, même si je suis pas à vendre, moi, c'est ma définition à moi, là, mais, tu sais, mettons, l'off-market deal, c'est les meilleures transactions vont souvent être les business qui se rendent pas sur le marché, right? Ça va être les entreprises qui sont pas à vendre ou qui, dans le fond, qui sont pas représentés. Puis finalement, ben garde, parce que ils ont rencontré un bon acquéreur potentiel, ben ils vont décider de faire la transaction. Il n'y aura pas de processus d'enchère, il y aura pas on va pas aller au marché pour offrir l'entreprise au meilleur acquéreur. On va décider de dire, on va faire la trade de gré à gré, ou on va la transférer au management, ou on va la transférer dans le fond, à des employés, donc un management buyout. Donc, tout cet élément-là, c'est du off-market deal. Puis ça, c'est quelque chose que je veux également adresser avec la plateforme. On l'adresse déjà en partie, mais ça va être encore de plus en plus visible pour nos clients. Ils vont être capables de tester le marché puis de voir est-ce que, de façon anonyme, confidentielle, évidemment. Tout ce que l'on fait, c'est le paradis, c'est le point d'ancrage numéro 1, mais d'être capable de tester, de dire, hey, si j'allais au marché pour mon business, qui pourrait t'intéresser à vendre à m'acquérir? Puis juste capable de te fournir cette information-là, là, je vais pouvoir aller plus loin que hypothétique, je vais pouvoir vraiment le tester. Ouais. Donc, voilà. C'est intéressant. T'as mentionné rapidement comment vous avez développé votre propre AI model. Ouais. Je pense, je vais jouer le rôle un peu du naïf, mettons, puis je vais te poser une question qui te permettra d'expliquer pourquoi vous avez décidé de le faire comme ça. La question naïve, c'est
Hey, Sim, man, il y a genre des Claude, puis des Gemini, puis des ChatGPT qui deviennent de plus en plus intelligents. Tu peux les raguer, tu peux créer des agents avec ces trucs-là. Pourquoi, moi, en tant qu'entrepreneur, j'aurais besoin d'une plateforme dédiée, mettons, plus verticalisée dans gérer l'optionality de ma compagnie, au lieu de me faire un projet avec un agent qui va écouter des signaux, puis me faire... Pourquoi j'ai besoin d'un modèle qui est plus spécialisé, mettons? Ben déjà, il y a une partie qui est relative aux données. C'est-à-dire qu'un de nos mots, un de nos avantages, c'est les sets de données qu'on a développés, qui sont propriétaires, qui sont entraînés. Puis ces sets de données-là sont importants parce que c'est ça qui donne la traçabilité. Quand que je te donne une évaluation d'entreprise, quand je te fais une recommandation sur, pas une recommandation sur ce que tu devrais faire, mais parce qu'on ne veut pas aller dans le conseil, mais on veut dire voici des choses que tu pourrais faire, voici les meilleures pratiques d'affaires pour une entreprise qui performe comme la tienne, pour lesquelles les forces sont celles-là vers où le marché s'en va. Bien, dans le fond, tu vas avoir une traçabilité. Tu es capable de ramener ça, de dire mais c'est quoi ta source? Tu sais, tu me dis ma transaction, mais c'est basé sur quelle transaction? C'était quoi les multiples? C'était qui les acquéreurs? Pourquoi les business ont été achetés? Puis ça, si tu vas aller dans Claude, tu peux aller dans ChatGPT, tu peux aller dans toutes sortes de choses, c'est pas possible de le faire. Fait que déjà, il y a une partie qui est relative aux données qui est extrêmement importante. L'autre partie, c'est un outil. Je pourrais dire la même chose de Wealthsimple. Wealthsimple, ça veut dire, mais pourquoi Wealthsimple, ils ont développé un outil alors que je peux très bien aller dans Claude puis dire, parce qu'il y a une interface, il y a une simplification de concepts qui sont quand même assez complexes pour qu'ils soient actionnables. Ouais. Puis il y a une interface visuelle, puis une façon d'interagir avec cette application-là qui fait en sorte que un concept qui était quand même complexe, que celui de vendre ton entreprise ou d'acheter une business ou de payer du financement, on est capable de le simplifier. Donc, je te dirais que c'est les deux concepts, mais effectivement, tu sais, l'IA a changé énormément dans les dernières années, puis tu sais, il y a des si tout ce qu'on avait fait, c'est un wrapper de ChatGPT, on aurait dit, on va dire un modèle financier, ça aurait pu faire très, très mal. Mais aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qui nous permet, dans le fond, d'avoir énormément de valeur, c'est qu'on a packagé ça dans une solution, puis ça repose sur nos propres données puis nos propres frameworks aussi. Tu sais, quand on a des workflows, on a des frameworks propriétaires, donc des frameworks qui sont capables de générer une évaluation d'entreprise, générer un rapport d'entreprise, générer un pitch book, générer un teaser. C'est toutes des choses que nous, on a développées de notre côté. Puis évidemment, à partir de données qui sont 100% traçables avec notre propre taxonomie. Donc, on est capable de générer les bons comparables, de benchmarker des business, pas juste sur la description sémantique de cette entreprise-là, mais c'est quoi les produits, les services, les marchés, le modèle d'affaires. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Puis, pourquoi Cohere plus un mix de Gemini, je pense? Ouais, versus exactement. autre chose. Puis je pense à travers ça, tu vas pouvoir m'éduquer un peu plus sur Cohere. Tu sais, je suis quand même noob par rapport à ce qu'il offre. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, tu sais, je pense que l'affaire qui est super importante quand on deal avec, dans le fond, des entrepreneurs, des entreprises, une transaction qui est hyper confidentielle, c'est dans le fond, c'est l'anonymisation des données. Puis nous, ce qui est, dans le fond, notre première réponse à l'anonymisation des données, ça a été, dans le fond, d'être capable de bâtir Optionality puis que ça fonctionne même si tu ne rentres pas de données financières. Ouais, comme fait que ça a été la première réponse. Mais pourquoi on a choisi Cohere? Tu sais, il y a comme il y a comme une réponse très genre très hot, là, ouais, they're so smart. Puis il y a aussi une autre réponse qui est comme aussi, qui fait aussi partie de la réponse. Une partie de la réponse, c'est que dans le fond, j'ai été exposé à Cohere via Innovia. Dans le fond, Innovia backait Cohere. Cohere, c'est une entreprise canadienne. Puis je pense on va être souverain d'un point de vue intelligence artificielle au Canada. Je pense que ça pourrait être une très grosse force. Mais surtout, Cohere, par définition, quand ils ont bâti leur modèle, à la base, ils ont voulu bâtir pour le Enterprise Space. Puis ils ont voulu aussi bâtir le modèle, dans le fond, ils sont surtout utilisés par les banques puis les compagnies financières parce que c'est un modèle qui est, dans le fond, 100% privé. Dans le fond, c'est un embedded model que tu peux déployer dans ton propre cloud, donc dans notre cas, nous, notre propre GCP, fait que ça permet de faire en sorte que tout reste de façon sécurisée, confidentielle. Puis en plus de ça, par définition, on pourrait argumenter là-dessus, mais en plus de ça, par définition, par contrat, par façon de procéder, Cohere, dans le fond, n'entraîne pas, dans le fond, leur modèle sur les données, les inputs des clients. OK, ouais. Fait que ça a des avantages et des inconvénients par ailleurs, parce que dans le fond, évidemment, il y a peut-être des éléments où est-ce que c'est moins performant que d'autres. Tu sais, c'est le fun d'avoir un chat GPT puis du jaser, puis que finalement, à un moment donné, tu as l'impression qu'il te connaît plus que ta conjointe ou tes enfants. Mais la réalité, c'est que Cohere, des fois, puis là, je fais une grossièreté, mais tu sais, va peut-être moins de performance sur certaines choses, mais l'affaire qui est non négociable, c'est ça.
Puis ça, on était capable de le faire avec Cohere. Après ça, Gemini, ben, dans le fond, on a utilisé Gemini pour plein d'affaires, pour entraîner des sets de données. Mais on fait partie, dans le fond, il y a des programmes pour les startups. Il y a Google for Startup. On a accès à des crédits. Puis aussi, ben, c'est important, dans le fond, quand tu génères, surtout au début, dans le fond, on a un copilote aussi, là, dans Optionality. Dans le fond, ça, c'est le genre d'affaires qu'on s'est fait un peu dépasser par les LLM. Là. Au début, quand on a commencé à bâtir, on va bâtir notre propre copilote. Finalement, c'est comme cheese. On a quand même mis du temps et du cash là-dessus. Puis, aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui voudrait le refaire pourrait le faire en genre un one afternoon. Là, mais l'avantage d'une copilote, c'est qu'il est entraîné sur notre knowledge base. Fait qu'encore une fois, nous, on est toujours, tu contrôles, tu as une traçabilité. Mais pour Gemini, pourquoi je reviens à ça, c'est que dans le fond, à chaque fois on va générer un rapport ou on va générer du texte, on va générer du insight, une analyse, quoi que ce soit, il y a toujours une validation qui est faite, dans le fond, avec un autre modèle de Gemini pour dire est-ce qu'il y a de l'hallucination, est-ce qu'il y a des choses qui font pas de sens, dans le fond, dans ce qui a été généré. Fait que, nous, on utilise selon le use case. Des fois, c'est aussi niaiseux que selon où est-ce qu'on a des crédits, on va utiliser un modèle versus un autre. Puis notre plateforme, dans le fond, elle pourrait fonctionner avec n'importe quel modèle, mais pour l'instant, pour les raisons que je t'ai expliquées, c'est pour ça qu'on a bâti comme ça. Puis je trouve ça super génial, autant que Google que Cohere, qui a des programmes pour, dans le fond, accompagner les startups. Puis, tu sais, conseils, ça va tellement vite, sérieusement. Là. Fait que, juste d'avoir comme quelqu'un que tu peux appeler chez Google et dire « Hey, on a ce problème-là. T'as sûrement un tool, quelque chose qui existe que tu pourrais... » Fait que ça, je trouve que c'est une grosse valeur ajoutée de ces choses-là. Fait que vous avez une portion de dépendance américaine quand même, là, avec le stack que vous avez en ce moment, right? GCP, Je pense que c'est... Gemini. Trouve-moi une business qui n'en a pas une, là, mais oui. Non, mais c'est parce que tu faisais l'argument un peu de genre avoir une souveraineté canadienne avec un truc comme Cohere. Ben, je pense que dans le fond, mon point que je faisais par rapport à ça, peut-être que je l'ai mal exprimé, mais c'est de dire, je pense que c'est intéressant qu'au Canada, on ait quand même une business comme Cohere, là, qui est un leader mondial, qui fait de l'intelligence artificielle, qui a un modèle que moi, comme entrepreneur canadien, je peux utiliser. Fait que ça pèse dans la balance, c'est sûr. Puis, je trouve ça cool. Puis, puis je comprends pourquoi que le gouvernement, puis qu'il y a d'autres, il y a des institutionnels, puis ils ont levé du cash, puis moi, je suis très pro ça. Fait que tant mieux si en plus de ça, ça donne que c'est un bon modèle pour nous de par le space dans lequel on est puis qu'est-ce qu'on essaie de faire. Fait que vous avez un modèle d'AI Cohere c'est un large language model. Oui. Par-dessus ça, vous avez fait votre propre RL, Reinforced Learning. Oui, exactement. On a entraîné un des modèles de Cohere, dans le fond, qu'on a... Grâce, entre autres, à de la donnée propriétaire, ben, en tout cas, de la donnée que vous avez agrégée de sources fiables, que vous avez les... Ben, on peut dire, dans le fond, les données, moi, c'est... La donnée devient propriétaire quand tu la transformes et tu l'enrichis. Exact, là. Ouais, exact. Donc, on pourrait en parler longtemps, là, mais essentiellement, oui, c'est ce que l'on a fait. Puis, dans le fond, Puis après ça, avec les capacités puis les outputs, mettons que ce training data-là, ce reinforcement learning-là, puis le modèle, toute l'espèce de puissance que vous avez créée avec ça, vous en canalisez une partie, mettons, avec Gemini pour faire de la génération de certains trucs dans la plateforme. Ouais. C'est vraiment sick, man. Fait que c'est du RAG. On va caler, dans le fond, des données. On a bâti, mettons, un modèle qui sert à, comme je te dis, générer des comparables, par exemple. Ouais, exact. Après ça, on a bâti un modèle qui est capable d'identifier des cibles d'acquisition potentielles. Après ça, dans le fond, ces modèles-là sont capables de caler des frameworks qu'on a développés pour générer une évaluation d'entreprise, générer un pitch book. Votre expertise d'industrie puis d'affaires est comme à canaliser encore plus la value dans la plateforme. Exactement. C'est vraiment hot, man. Merci. À quoi ressemble le go-to-market aujourd'hui, Simon? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça commence, là, honnêtement, là. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'étais founders-led growth depuis que j'ai créé. Fait que j'étais assez vocal. Ouais. Caler des gens. Fait que, tu sais, la première phase de croissance, c'était du enterprise selling. Fait que c'était beaucoup ça, là, honnêtement. C'est, exactement, cogner à la porte. Trade show, j'allais, mettons,
Deal Max à Vegas, des trucs comme ça dans notre industrie. Puis là, dans le fond, c'est un full PLG motion pour les entrepreneurs. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, on va le lancer peut-être même quand le pod va être live, ça va être là, mais on a un nouveau site web avec, dans le fond, un outil que tu peux juste rentrer ton site web puis tu te génères un exit snapshot. Fait que tu sais, c'est un exit snapshot, évidemment, c'est pas accès à toute la plateforme, mais ça te dit, ben, voici ta valeur, voici les transactions. Parce qu'une des affaires que j'ai testées, dans le fond, sur les médias sociaux cet été, c'est de dire qu'est-ce que les entrepreneurs voulaient, tu sais, qu'est-ce qui les intéressait plus. Puis, à la limite, de savoir ma business, ça vaut combien, c'est intéressant, mais ce que les gens veulent savoir, c'est, hey, c'est quoi les transactions similaires à ma business qui existent? Qui a acheté ces business-là? Pour quelles raisons? C'était quoi les multiples qui prévalaient? Fait que dans le fond, tout ça dans notre exit snapshot, l'entrepreneur, fait que ça c'est bâti pour un entrepreneur. Tu peux le faire une fois, tu as un snapshot, c'est un point de départ. Moi, j'appelle ça, dans le fond, de donner un peu de clarté, puis de t'ouvrir les yeux. Puis là, j'espère que suite à ça, ben, tu te dis, ben, garde, là, je veux creuser davantage. Donc, creuser davantage, ben, c'est d'accéder à notre produit. Dans le fond, notre produit permet, dans le fond, de paramétriser la plateforme pour toi, de faire. Puis c'est un human in the loop. Hein, à la fin de la journée, je te génère, mais vu que j'ai une traçabilité, tu peux retourner voir. Puis tu dis, ben, l'IA me dit que ça, c'est une bonne transaction pour moi. I disagree, tu l'enlèves, ta valorisation est recalculée, ton plan d'action est recalculé. Donc, tu peux upgrader sur le produit. Tu peux décider de dire, hey, moi, j'ai besoin que tu me présentes un aviseur potentiel. Fait que pour l'instant, comme en tech, souvent, quand que tu bâtis un produit, il y a des composantes qui sont pas là, ben, tu le fais plus manuellement. Fait que le matchmaking, 100%. On le fait manuellement, mais la visée, éventuellement, c'est de dire, regarde, dans le fond, tu rentres avec le PLG, tu essaies le produit. D'ailleurs, n'importe qui sur le pod qui veut, tu me dis, je peux faire une shameless plug à un moment donné, je l'ai fait tout de suite. Mais, tu sais, n'importe qui, à vendre ou pas à vendre, tu veux avoir juste une idée de c'est quoi ta valeur, tes options, c'est qui les acquéreurs potentiels. Puis ça, c'est l'autre affaire aussi, tu sais. Le pool d'acquéreurs potentiels est beaucoup plus élevé qu'il l'était là, même quelques années. Là. Il y a de plus en plus, tu sais, là, on commence à avoir des fonds ETA, Entrepreneurship Through Acquisition. C'est très populaire aux États-Unis, donc des search funds, des searchers. Tu sais, il y a plein de termes, fait que j'ai déjà un peu les vulgariser, mais il y a ça, fait qu'il y a une manne comme ça. Tes employés, il y a des trucs qui sont en train d'être faits d'un point de vue fiscal pour favoriser le transfert aux employés. Ça peut être ta famille, ça peut être tes compétiteurs, direct, indirect, mais la réalité, c'est que oui, c'est vrai que souvent, l'entrepreneur va savoir, peut-être, il va avoir une idée de qui pourrait l'acheter, mais souvent, c'est pas cette personne-là qui va t'acquérir. Ça peut être peut-être quelqu'un qui est dans une business, dans une industrie complémentaire à la tienne, aux États-Unis, en Ontario, qui dit « je veux rentrer sur le marché du Québec » ou « je fais des clôtures puis je veux, dans le fond, me diversifier dans des rampes ». Fait que le pool d'acquéreurs est beaucoup plus gros. De comprendre qui sont ces acquéreurs potentiels-là, de potentiellement bâtir des relations avec ces gens-là, c'est intéressant. Fait que, dans le fond, le PLG te permet d'avoir une espèce de mettre un petit peu la grosse orteille dans l'eau puis de dire, OK, mais finalement, c'est pas si peu que ça, du enterprise value. Puis, tu sais, je veux comprendre davantage, puis ça tombe bien, Optionality sont là pour m'aider, puis tu peux parler avec quelqu'un chez nous, puis il va, dans le fond, te walk you through qu'est-ce qui peut être fait. On n'est pas des aviseurs M&A. Nos clients, c'est des aviseurs M&A. Moi, je suis dans le fond, tu sais, j'ai fait des trades dans ma vie, mais je dis tout le temps, mettons que j'en ai fait 5, mais dans le fond, ton banker, il en a fait 50, puis c'est son métier. Ouais. Fait que travaille avec un expert. Fait que c'est pour ça que les aviseurs nous adorent. Puis dans le fond, en plus de ça, on arrive avec un message de dire, écoute, si les aviseurs, vous voyez la même chose que moi, puis vous vous dites, ben si je commence à travailler plus en amont, puis je peux me faire rémunérer pour la valeur que je crée en amont, ben je vais être celui qui va être retenu pour la transaction. Ben tant mieux, utilise ma plateforme pour faire ça, puis je vais avoir un plus grand mouvement de gens qui utilisent le produit. Fait que j'essaie de l'attaquer des deux côtés. Bon, si. Non, mais c'est cool. Puis, man, I mean, tu sais, ça fait un an même pas un an que tu as lancé le produit. Ouais. Fait que probablement que ta motion de commercialisation, elle va évoluer. Puis, même qu'on s'en reparle dans un an. Ouais. Ben, tu sais, je cherche les top en Head of Marketing Growth. On est en recrutement. T'embauches, là? Oh, absolument. Okay. J'embauche suite à la seed round, là, tu sais, marketing. Ben, tu sais, on n'engage pas 10 personnes non plus, mais on a 4 personnes qu'on veut recruter, 2 dans l'équipe d'ingénierie, puis 2 de la commercialisation. Parce que la commercialisation, c'était comme que moi jusqu'à présent. Fait que là, j'ai comme besoin d'un peu d'aide. Ouais. C'est ça, juste Simon, puis t'as le réseau de Simon, puis le reach de Simon. Exact. Faut que ça soit une fonction, là. Exact. Vous mettrez ça sur le job board de Ça se passe. Oui, j'ai pensé, puis j'ai dit à quelqu'un, en plus récemment,
pense que c'est Vicky qui est passée sur ton poste. Je dis, Ouais. tu as-tu mis? Elle a un poste de CRO aussi, si jamais ça passe. Oui, c'est vrai, elle a dit ça. Je suis belle business. Vicky, j'adore comme entrepreneur. Nico, toute la gang. Puis j'ai dit, mais allez sur le job board de SaaSpower. Elle dit, j'avais pas que je peux faire ça. Je dis, ben oui, absolument. Ouais, on l'a pas encore poussé, mais l'année ouais. prochaine, on va essayer de pousser ça un peu plus. C'est bon. Tu sais, t'as dit, il y a de plus en plus d'acquéreurs potentiels pour ta business. En tout cas, ça augmente la value prop d'Optionality d'avoir un outil qui te permet de faire un peu de veille puis de catcher ces différentes options-là. Mais en prep, on avait parlé aussi du fameux Silver Tsunami, que genre... En gros, il y a de plus en plus de compagnies à acheter aussi, parce que le monde vieillisse, le reprenariat qui kick in, puis tout ça. Comment tu vois ça pour le Québec, mettons, grosso modo, puis peut-être plus en tech? Genre, y a-tu beaucoup d'opportunités? On devrait-tu racheter nos propres business ici au lieu de les vendre ailleurs? Parle-moi un peu de ça, man. Oui, non, c'est une bonne question, puis c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Tu sais, moi, je pense que pour les entrepreneurs, c'est une énorme opportunité. Ça peut être super intéressant. Encore une fois, faut que ceux qui veulent vendre, il faut se préparer, parce que sinon, tu peux être bien déçu. Mais les entrepreneurs qui veulent faire des acquisitions, c'est pas un muscle que l'on a au Canada, au Québec même, de faire des acquisitions. Il y en a qui en font, mais c'est un muscle que si tu développes, ça peut être très puissant pour développer ton entreprise. T'es pas obligé de le faire, mais ça peut être, on va dire, c'est une corde à ton arc. Ouais. Puis moi, je pense que, les meilleurs repreneurs pour les business, ben, à la limite, ça devrait être les employés et dans le fond, d'autres entrepreneurs qui opèrent, qui sont ton compétiteur direct ou indirect dans un marché connexe, il va y avoir une manne. Puis souvent, tu sais, moi, c'était un peu drôle quand j'ai validé, dans le fond, Optionality pour les entrepreneurs, tu sais, au début de l'été. Ben, j'avais plein d'entrepreneurs qui me disaient, écoute, je suis pas à vendre, puis ça m'intéresse pas. Puis non, mais moi, ce qui m'intéresse dans ta plateforme, c'est t'es en train de me dire que tu es capable de m'identifier je peux m'en servir pour identifier des cibles d'acquisition potentielles. Je peux m'en servir pour comprendre cette business-là, si je la jetterais, elle vaudrait combien. Je m'en servir pour comprendre, je peux lever combien de financement pour acheter cette business-là. Je dis ça m'intéresse. Puis il y a des entrepreneurs qui veulent faire des acquisitions, mais c'est pas encore assez gros. Je pense que, tu sais, il y a des gens il y a un mouvement qui s'organise en entour du reprenariat au Québec. On est chanceux au Québec parce qu'on a des institutionnels, des caisses de dépôt, des fonds de solidarité FTQ, des banques qui sont actifs, etc., qui veulent faire un mouvement. Mais moi, ce que j'ai le goût de dire à ces gens-là, c'est que si vraiment avoir un mouvement, il faut outiller les entrepreneurs. Je suis très biaisé. Il faut aussi, dans le fond, développer ce muscle-là, puis ce réflexe-là de dire, écoute, tu veux pas que les entreprises s'en aillent ailleurs, ben, tu sais, bâtis des gens qui sont capables de faire des acquisitions, puis, ben, on va s'acheter entre nous autres, puis on va bâtir des belles business, parce que, faut pas se le cacher, on est quand même, tu sais, dans notre industrie, on parle souvent de G, là, tu sais, un G1, une G2, une G3, je sais pas si vous êtes familier avec le concept, mais une génération 1, génération 2, génération 3. On est encore beaucoup une économie de G1, donc de première génération d'entrepreneurs qui ont bâti des business, puis on est beaucoup une économie de PME, 5 à 25 millions de chiffres d'affaires. Même nos business de 25 millions de chiffres d'affaires, des fois, c'est comme 2 PME qui sont comme mis ensemble. Fait que c'est pas des business les plus sophistiqués, pour rien leur enlever, au contraire. Mais je pense que, dans le fond, le nerf de la guerre, c'est de dire, est-ce qu'on veut créer, dans le fond, des business qui veulent devenir la business à 50 millions? Puis, tu sais, ça a un gros avantage parce que, ben, déjà, les business restent ici, on crée des champions. Puis aussi, ben, comme entrepreneur, ce que tu comprends, tu sais, assez rapidement quand tu fais des acquisitions, puis c'est les private equity, dans le fond, qui sont arrivés avec ce concept-là ils appellent ça la pyramide du pays, c'est que, dans le fond, à un moment donné, quand tu fais des acquisitions et tu es rendu assez gros, ben, tes acquisitions ne coûtent presque rien, entre guillemets, parce que toi, tu es valorisé un multiple beaucoup plus élevé que les acquisitions que tu fais. Parce qu'un des drivers de la valorisation d'une business, c'est ta taille. Il y a la taille, il y a la croissance, il y a le secteur, il y a plein de drivers, mais un des drivers, c'est la taille. Fait que, exemple, en tech, on va parler de revenus. Dans une business traditionnelle, on va parler d'EBITDA. Fait que si c'était une business, admettons, qui fait, je dis n'importe quoi, tu fais 5 millions d'EBITDA, OK, puis tu es valorisé on va faire les maths faciles, à 10 fois l'EBITDA, puis tu ajoutes une business qui fait 1 million d'EBITDA, puis tu ajoutes 4 fois l'EBITDA. Fait qu'elle te coûte 4 millions, mais ce million-là, il est valorisé à 10 fois l'EBITDA quand il rentre dans ton PNL. OK? Fait que c'est un concept. Souvent, j'explique ce concept-là, puis je le vulgarise, puis il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, it's not that simple », puis vous avez raison. By the way, ne pas m'écrire pour vous plaindre. Mais l'idée est que c'est des muscles que tu peux développer, puis
si tu développes ça, ben garde, tu peux avoir beaucoup de succès. Puis au Québec, en particulier, on l'a pas assez ce muscle-là, mais en même temps, on a tellement des modèles exceptionnels. Tu sais, tu regardes les plus belles business au Québec actuellement. Moi, mes héros, là, tu sais, oui, oui, des joueurs de hockey quand j'étais petit, là, mais moi, c'est comme c'est Serge Godin, c'est Alain Bouchard, puis récemment, l'école d'entrepreneurship de Beauce, a comme genre félicité ces gens-là, mais tu sais, c'est tous des business qui ont grossi par acquisition, là. À un moment donné, c'est comme puis ça devient le levier. C'est pas le seul levier. Tu sais, c'est pas le seul levier, mais c'est un levier. Tu sais, je pense qu'il y avait Simon Deben qui est venu sur ton podcast qui disait que ça fait partie d'une de leurs axes de stratégie. Pour ceux qui se sont mis, je pense, avec la caisse, si je me trompe pas, je vais pas donner de fausses informations, mais tu sais, je l'écoute ton pod quand même, je suis un bon fan. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense que ça prend ces histoires-là. Puis si on fait ça, ben oui, on va avoir des belles exits, puis on va avoir des beaux repreneurs, puis on va avoir, dans le fond, des business qui sont en santé, puis c'est ce que je souhaite. Ouais. Ben, hopefully, justement, ça va pouvoir faire resurfacer tous ces potentiels deals-là que tu builds avec Optionality. Ouais. On va aller vers notre closing, là, puis je vais être respectueux de ton temps, puis je le vois passer. Oui, ça passe vite. Fait que je t'en shoot en mitraille, même, une couple de questions. Mettons que tu look back sur ton journey, aujourd'hui, c'est quoi ton unfair advantage comme founder de Optionality? Ben, j'espère que ça l'a paru sur le podcast, mais je suis comme passionné par le problème que j'essaie de résoudre. Là. Tu l'as vécu aussi. Je l'ai vécu, c'est ma mission, je suis très pro-entrepreneur. Ce que je veux, c'est que les entrepreneurs réussissent, qu'ils ne laissent pas d'argent sur leur table. Puis c'est tellement comme facile pour moi de me lever le matin. Puis mais by the way, en passant, ça a été, avec mon équipe, ça a été quand même un chemin de croix parce que au début, on a commencé à bâtir pour les aviseurs, puis la mission était comme moins. Puis quand on a commencé à dire, hey, we're doing that for the entrepreneur, puis Maxime, CTO, Maxime Martineau, puis Dean Mendes, excuse-moi, deux cofondateurs, je vais les nommer au minimum. Tu sais. Les gars sont super, sont sharp, puis qu'on bâtit ça ensemble. Tu sais, Maxime disait, pendant un bout de temps, on dirait une couple de semaines, à tous les matins, il était comme, hey, on fait ça pour qui, les entrepreneurs? Puis c'était comme, ça a l'air niaiseux, mais c'était devenu tellement limpide puis clair, juste ce petit bout-là, là. Fait que mon unfair advantage, c'est ça, c'est la passion pour le problème que je veux résoudre. Qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Ben, je t'étourdissant un peu quand même, beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Il faut que je me fasse ramener continuellement. Je travaille là-dessus, mais j'aime ça les gens qui sont capables de me challenger puis me dire « Wow, là, Simon, wow, là, c'est comme... tu vas juste comme défocuser tout le monde. Là. Moi, je fais écoute, puis là, je me retiens. Là. Encore ce matin, je me suis retenu. Je dis, si j'envoie ce Slack message-là, je peux faire derail la business au complet pendant une semaine de temps. Là. Je me suis réveillé avec une idée. Fait que ça, je pense que c'est... Puis les attentes sont quand même assez élevées. Donc... T'as un beau parcours. T'avais déjà des succès en arrière de la cravate quand t'es arrivé pour fonder Optionality puis Raise. Y a-tu quand même quelque chose qui a été paradoxalement dur par rapport à raiser du cash que t'aurais pas vu venir? Oui, tu sais, raiser, c'est difficile, là. Je veux dire, puis aussi, il y a le timing, comme de vendre ta business, mais aussi de fundraiser. Ouais. Tu sais, il y a des cycles, fait que, tu sais, puis moi, c'était ma première business que je fundraisais aussi. J'avais quand même l'avantage d'avoir vu un peu comment ça se passait dans un des plus beaux VC canadiens, même international, qui est Novia. Donc, j'étais comme, OK, mais c'était dur. Puis... ça prendrait un podcast numéro 2, mais c'était une aventure de fundraiser. Là. Honnêtement, c'était dur. Beaucoup de noms, beaucoup de genre challenge Valo, challenge like PMF pas encore là, challenge. Mais c'est sûr que ça l'aide aussi d'un autre côté, je vais pas te le cacher, d'avoir quand même un track record. C'est pas plus facile la troisième fois. Je le dis tout le temps, mais moi j'aime ça. Ouais. Puis tu sais, je suis pas dans des bureaux, dans ma tour de verre, tu sais, on a reparti vraiment from the ground up. Puis we're building, puis tu sais, je dis tout le temps à mes cofondateurs qui sont à leur première vraie, tu sais, les deux, ils ont été dans des startups avant, puis ils ont eu des exits. Tu sais, Dean, il était avec moi chez Gazelle, puis Max, il était dans une business qui était vendue aussi, dans le fond, c'était le CTO, cette business-là. Okay. Mais tu sais, je leur dis tout le temps, moi, I enjoy that moment, là. Tu sais, c'est le moment où est-ce que tout est encore possible, puis oui, c'est difficile, mais c'est super rewarding aussi, là. Donc, c'est hot, man. Si je te disais,
Sim, faut que tu m'envoies genre 3-4 bullet points comme founder, puis ça va être le minimum viable optionality. Genre, c'est quoi que je devrais optimiser ou du moins au moins monitorer puis penser pour me construire de l'optionnalité comme startup founder? Ouais, ben tu sais, je pense que si on parle de tech, SaaS, puis de façon générale, pour moi, l'affaire la plus importante, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, mais c'est d'avoir une équipe solide. Vraiment, la redondance humaine. Là. Ouais, mais aussi, tu sais, comme genre, tu sais, surtout ceux qui veulent vraiment, tu sais, qui veulent aller loin, tu sais, d'avoir genre un world-class team, puis ça veut dire qu'il faut que tu fasses de la place à la table, puis tu fasses peut-être des concessions d'un point de vue rémun, équité, mais ça, tu sais, ça, je l'ai vu, c'est comme, ça vaut beaucoup, ça rassure les acquéreurs, ça te permet d'être désirable. Fait que, tu sais, oui, c'est une game de chiffres à la fin de la journée, mais, tu sais, team is numbers, là. Fait que je pense que ça, c'est une des affaires qui est super importante. L'autre affaire, je te dirais, que je dis tout le temps, c'est mapper vos acquéreurs potentiels puis bâtir des relations avec ces gens-là. Tu sais, souvent, à la limite, tu sais, si vous recevez des cold calls d'un private equity qui veut vous acheter puis qui vous dit n'importe quoi, tu sais, des fois, il y en a que tu te dis, mon Dieu, il a pas fait de recherche sur moi, on va ce email-là. Mais des fois, il y en a qui sont plus ou moins sérieux. Juste à faire un petit appel avec eux autres. Hey, tu vois comment le marché, c'est du fact-finding. Peut-être, tu sais, moi, j'ai un de mes très bons amis, Nicolas, qui, j'espère, va se reconnaître. Puis, c'est pas dans l'industrie des techs, mais lui, là, la première affaire qu'il fait quand il achète une business, puis qu'il y a quand même beaucoup de succès, c'est un private equity aussi qu'il a fait, qui occupe, qui achète des business manufacturières ici au Québec. Je le nommerai pas sur full name au cas qu'il voudrait pas que je le nomme, mais longue histoire courte, ce qu'il m'a dit, puis qui m'a marqué, puis qui a vraiment un lesson learned, c'est que lui, à chaque fois qu'il achète une business ou qu'il rentre dans une business, la première affaire qu'il fait, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses compétiteurs. Il appelle les CEO de ses compétiteurs, puis il dit, hey, tu sais, garde, j'appelle juste, je vais me présenter, je suis Nicolas, je suis le nouveau président de telle entreprise, tu sais, je veux juste que tu saches que je suis là, c'est mes coordonnées, si jamais tu veux, genre, il y a un problème, il peut se passer n'importe quoi, I'm there, je suis parlable. Puis ça, là, ça lui a créé des opportunités dans sa vie incroyables, des acquisitions. Hey, you're a good guy, tu sais, puis tu sais, nous autres, cette business-là, on veut peut-être s'en départir. Fait que, tu sais, bâtis des relations avec ton acquéreur, même si à la limite, c'est un compétiteur. Puis là, évidemment, il faut prendre ça avec un grain de sel, il faut adapter à son contexte, etc., etc. Mais d'avoir des champions dans tes acquéreurs potentiels, puis le champion, tu sais, en tech, c'est souvent genre un product owner, un product manager, Fait que ça, tu sais, les trade shows, puis, tu sais, moi, à un moment donné, tu sais, comme quand je parlais dans la transaction avec Gazelle, à un moment donné, Steve, dans un trade show, il a dit à ceux qui sont devenus nos acquéreurs, vous devriez nous acheter à un moment donné. Ouais, des jokes ou des... Ouais. Non, ouais. Ça ouvre des portes. Des fois, je me dis, comment tu fais? Écoute, honnêtement, j'aimerais ça dire que c'est plus sophistiqué que ça, mais c'était genre, tu sais, un verre dans le nez, puis tu devrais m'acheter à un moment donné. Fait que, tu sais, mais d'être là, d'être visible, de bâtir des relations. Puis après ça, ben là, il y a toute la partie équipe aussi, t'entourer, tu sais, à un moment donné, tu ferais offrir un offre pour ta business, puis t'as pas déjà, tu sais même pas ça va être qui ton aviseur ou ton avocat ou... OK, équipe dans ce sens-là. Ben oui, une équipe, dans le fond, d'aviseurs, tu sais, d'avoir un minimum de dire, m'éduquer. Hey, ça coûte combien acheter une business? Ça va coûter combien de fees? C'est quoi les success fees des bankers? Fait qu'il y a un paquet de travail de préparation. Puis, bien évidemment, après ça, il y a tout ce que nous autres on fait qui est le classique de comprendre ta valeur, maximiser tes acquéreurs. J'en ai assez parlé, mais les affaires très pratico-pratiques, c'est comme je t'ai dit, là, vraiment team, mapper les acquéreurs, comprendre sa valeur, ce genre d'éléments-là. Ouais. Y a-tu, on s'en va vers notre closing, y a-tu des SaaS ou un SaaS qui te fait triper ces temps-ci, qui t'amène genre du bonheur ou juste qui te sauve du temps puis du cash? Ben, tu sais, je dis, c'est pas super sophistiqué comme SaaS, mais tu sais, nous, on utilise Success.co, qui est dans le fond la méthodologie EOS. Puis, dans le fond, c'est juste comme, tu sais, ils l'ont bâti dans un SaaS, mais c'est bien fait, c'est simple. Puis, tu sais, EOS, ça te donne tellement de clarté sur ta business. C'est une façon simple de gérer, de ramener, dans le fond, souvent, on comme SaaS founder, on veut faire plein d'affaires, puis ça te dit, wait a minute, là, c'est quoi tes rocks pour le corps, puis c'est quoi tes priorités, puis ça, c'est un issue, tout ça, faut que ça soit mis de côté, fait qu'ils ont bâti un beau petit SaaS, il y en a un autre aussi qui existe, il y a comme deux solutions dans le marché, mais nous, c'est comme mon petit genre de dashboard de CEO pour gérer la business que j'aime bien, fait que ça va être celui-là. Sim, pour finir, y a-tu
quoi que ce soit que tu veux plugger, des emplois, le produit, du monde que tu veux rencontrer, n'importe quoi. Ben, j'aimerais ça que n'importe quel entrepreneur qui écoute ça, que ce soit un entrepreneur en tech, que ce soit un entrepreneur dans une entreprise traditionnelle, que vous ayez un beau-frère, une belle-sœur, un oncle, une tante qui a une business, qui est entrepreneur, qui est pas obligé d'être une grosse entreprise, puis qui veut comprendre c'est quoi ses options, qui aille sur Optionality, puis on a un produit, faire un free trial, tu peux avoir un exit snapshot sur ta business, puis évidemment, après ça, tu peux décider ce que tu fais avec ça, soit que tu t'assis sur l'information ou soit que tu prends action. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ben, tu sais, moi, je le dis, tu sais, on veut bâtir quelque chose quand même de très ambitieux, puis ça prend les meilleurs talents. Fait que, tu sais, si j'ai communiqué un peu de passion sur qu'est-ce qu'on essaie de build, puis ça vous intéresse, je vais jamais dire non à quelqu'un qui est un rockstar, superstar ou qui a l'ambition de l'être, puis qui veut ping pour un café. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, je donne beaucoup, mais je reçois encore plus. Fait que c'est très rare que je dis non. Tu sais, des fois, ça va être, on va trouver un petit timing, mais s'il y a du monde qui sont comme forts, soit en tech, soit en marketing, en growth, puis qui veulent bouncer, contactez-moi. Simon Leroux sur LinkedIn, on peut t'écrire là-dessus. The best place, c'est LinkedIn. Je suis quand même assez actif. Sinon, email simon@optionality.ai. Insane. Écoute, Simon, t'es un vrai cranky, un vrai passionné, ça paraît. Puis je pense qu'il y a une place, man, dans le market pour ce que t'es en train de builder. Puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Puis écoute, pour ta 3e, man, je te souhaite un autre succès puis un vrai tour du chapeau, mon gars. C'est bien gentil. Merci, Cheers. mon chum. Salut. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. Puis c'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Ça se passe puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez Ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish.
Puis, last but not least, suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!